L'histoire commence dans un monde transformé par l'avènement de l'éveil. Dans un paysage gelé et désolé, de puissants individus se sont rassemblés. Leur objectif était l'antre de la mort, un donjon de rang S de premier ordre, abritant une entité ancienne. Ce donjon, le premier à apparaître sur la planète Azur, est resté invaincu pendant des décennies, son entrée jonchée des squelettes d'innombrables maîtres qui ne sont jamais revenus. Cependant, aujourd'hui était différent. Un guerrier nommé Suming avait défié l'antre de la mort en solitaire. Après une bataille acharnée, il en est sorti victorieux, ayant tué le monstre de rang divin du donjon. Mais à la sortie, épuisé, il n'a pas été accueilli par des louanges. Au lieu de cela, il est tombé dans une embuscade tendue par des hommes qui étaient autrefois ses alliés. Ils l'ont encerclé, leurs intentions hostiles. L'un d'eux a dit à Su d'un ton moqueur d'arrêter de résister et de lui remettre l'artefact divin qu'il venait d'acquérir. Un autre a déclaré son sort scellé, le qualifiant sarcastiquement de héros de l'humanité et promettant une mort rapide s'il se rendait. Suming, son corps crépitant d'énergie, a compris leur plan. Il a réalisé qu'il avait attendu qu'il nettoie le donjon pour voler le puissant artefact. Il cesse de demander si c'était leur plan depuis le début. Parmi les traîtres, un homme blond nommé Zhang Tang s'avança, dégainant son épée qui pulsait d'éclairs bleus. Il a officiellement confronté son ancien ami, exigeant l'artefact divin et faisant appel à leur amitié passée en offrant d'épargner la vie de Suming en échange. Avec un sourire narquois, Zhang Tang cesse de vanter qu'il allait simplement détruire le peu de pouvoir qu'il restait à Suming. Tenant sa propre épée d'un rouge flamboyant, Suming a déploré son aveuglement. Il avait traité ces hommes comme des frères depuis leur jeunesse, combattant à leur côté pendant des années, sans jamais soupçonner leur nature venimeuse. Rempli de l'amertume de la trahison, il a décidé de ne pas se laisser faire sans combattre. Il a levé son arme, libérant une éruption massive d'énergie rouge et violette de l'artefact divin, provoquant une énorme explosion. Se tenant debout, provocateur, Suming a défié ses anciens camarades, leur disant que s'ils voulaient l'anneau de défiance du Tao, ils devraient essayer de le prendre, mais il doutait qu'aucun d'entre eux ne soit assez fort. L'immense énergie a stupéfié ses anciens alliés. Un des hommes de Zhang Tang s'est impatienté, pressant le groupe de tuer Suming rapidement. Zhang Meng a conseillé la retenue, mettant en garde contre l'imprudence tant que Suming maniait l'artefact. Alors que l'impasse se prolongeait, une nouvelle silhouette est descendue du ciel, appelant le nom de Suming. Il a levé les yeux, surpris, alors qu'une femme aux cheveux roses nommée Xiaoman volait vers lui. Elle l'a étreint fermement, expliquant qu'elle avait entendu dire que quelqu'un complotait contre lui et qu'elle était venue parce qu'elle était inquiète. Suming l'a rassuré, lui disant que tout allait bien et que leurs ennemis n'étaient pas de taille contre lui. Pourtant, il se demandait comment ses ennemis avaient réussi à le suivre avec une telle précision. Tandis qu'il réfléchissait à cela, Zhang Tong eut un sourire entendu. À cet instant, Suming a senti une douleur aiguë dans son dos. Xiaoman l'avait poignardé, murmurant que c'était elle qui avait révélé où il se trouvait. Choqué, Suming l'a dévisagé alors qu'un cercle magique rouge brillait sur sa main qui tenait la dague. Il ne pouvait pas comprendre pourquoi elle, entre toutes les personnes, ferait une chose pareille. De l'autre côté du champ de bataille, Zhang Tang a crié de triomphe, déclarant que le catalyseur final était en place. Il a ensuite ordonné l'activation d'une formation d'emprisonnement. Instantanément, un immense seau rouge s'est matérialisé dans le ciel au-dessus de Suming, le piégeant. De la blessure, des chaînes rouges incandescentes ont jailli, s'enroulant autour de son corps et supprimant son énergie. Il a reconnu la marque de malédiction comme appartenant à Ren Xiaoman et a réalisé qu'elle devait comploter sa trahison depuis longtemps. Zhang Tang s'est approché et s'est tenu à côté de Xiaoman, passant son bras autour d'elle. Il a expliqué d'un ton moqueur que la formation d'emprisonnement avait été spécialement préparée pour lui et l'empêcherait de canaliser son pouvoir. Xiaoman a ajouté cruellement qu'elle n'avait toujours été qu'avec Zhang Tang. Elle a froidement informé Suming que son seul but était d'être un outil en raison de son rare talent de 9 étoiles. Ils avaient besoin de lui pour acquérir l'artefact divin à leur place. Brisé et trahi, Suming s'est effondré sur ses genoux, hurlant de rage et d'angoisse. Avec Suming ligoté et impuissant, Zhang Tang a ordonné à ses hommes de le tuer et de s'emparer de l'artefact. Ils ont chargé, leurs armes brillantes, prêts à frapper. Mais juste au moment où ils allaient l'atteindre, le sol a explosé. Une main squelettique massive a jailli, suivie d'une vague de guerriers squelettes qui ont intercepté les assaillants, protégeant Suming. Suming a regardé, choqué, se demandant qui était venu à son aide. La sauveteuse était une femme aux cheveux violets clairs et à la cape à capuche. Suming l'a reconnue, c'était Jiao, une nécromancienne. Elle a atterri entre Suming et ses ennemis, tenant un puissant bâton. Elle l'a exhorté à ne pas abandonner, déterminée à empêcher les méchants d'obtenir l'artefact. Zhang Tong s'est moqué de son arrivée, la considérant comme une autre personne venue pour mourir. Il s'est vanté qu'avec des dizaines de maîtres à ses côtés, même le grand empereur ne pourrait pas sauver Suming maintenant. Ces hommes se sont affrontés aux invocations mort-vivantes de Jiao. Zhang Tang, enragé, a chargé directement Jiao, déclarant que quiconque se mettrait sur son chemin mourrait. Alors que Jiao se battait, un des hommes de Jiantan l'a averti de surveiller son flanc, mais c'était une feinte. L'avertissement était une distraction, et elle s'est retournée, choquée, juste au moment où Jiantan se rapprochait.
Il a abattu son arme nimbée d'éclairs sur elle, disant à sa camarade de classe de ne pas lui en vouloir pour ses actions. Su-ming, toujours piégé, ne pouvait que regarder avec horreur et crier son nom alors que l'attaque portait. Avec Ji-Yao neutralisé, Zhong Tong a vu sa chance. Il a dit à Su-ming que son inquiétude pour quelqu'un d'autre était déplacée et que c'était maintenant son tour de mourir. Il a ensuite plongé sa lame bleue incandescente profondément dans la poitrine de Su-ming. Se penchant, Zhong Tong a offert un dernier choix cruel, remettre l'artefact et il pourrait épargner sa vie pathétique. Mais Su-ming avait un dernier acte de défi. Serrant les chaînes magiques, du sang coulant de sa bouche, il a regardé ses traîtres avec une haine pure. Il les a traités de monstres absolus alors qu'une terrifiante énergie rouge et noire commençait à s'accumuler en lui. Dans une dernière manœuvre désespérée, Su-ming a déclenché une capacité autodestructrice, une technique de rang divin, l'explosion d'annihilation. Une explosion cataclysmique a jailli de son corps, forçant Zhang Tang et Ren Xiaoman à battre en retraite, alarmés. Après coup, le champ de bataille était silencieux. Su-ming, mortellement blessé, a tendu la main, murmurant le nom de Ji-Yao. Il a rampé à ses côtés, berçant son corps blessé, rempli de regrets, lui demandant pourquoi elle était venue pour lui alors qu'il lui avait fait défaut tant de fois. Ji-Yao, avec un léger sourire paisible, a levé la main pour toucher son visage, lui disant que si c'était leur fin, ils devraient mourir ensemble. Alors que sa vie s'échappait, Su-ming a trouvé un dernier sursaut de force. Son épée s'est matérialisée et s'est plantée dans le sol devant lui, une déclaration contre ses ennemis. Serrant le corps de Ji-Yao contre lui, Su-ming, le tueur de Dieu, a prêté un serment solennel. Il a proclamé que s'il devait renaître, il traquerait Ren Xiaoman et Zhang Tang et les mettrait en pièces. Ces traîtres observaient de loin. Confus, puis une expression de réalisation choquée est apparue sur le visage de Zhang Tang. Il a compris le plan désespéré de Su-ming. Il allait emporter l'artefact divin avec lui dans la mort, l'entraînant dans l'abîme de l'antre de la mort pour qu'il ne puisse jamais la voir. Son dernier vœu prononcé, Su-ming leur a dit que s'il voulait l'artefact divin, il devrait venir le chercher. Il a ensuite sauté de la falaise, serrant Ji-Yao, et est tombé dans l'énergie chaotique en contrebas. Dans sa main, l'anneau de défiance du Tao brillait d'une lumière dorée, brillante et aveuglante. Le monde s'est dissous dans la blancheur. La main de Su-ming est devenue inerte, comme si la vie l'avait enfin quitté, mais sa conscience est revenue. Il ne se trouvait pas dans un abîme, mais regardait, perplexe, un ciel bleu clair et un bâtiment scolaire familier. Sa confusion s'est accrue en entendant une voix dans un microphone. Un annonceur déclarait les résultats de la 127e cérémonie de l'éveil à la première académie de Xuanjing. Un étudiant nommé Wang Qiang avait réussi son éveil, mais sa nouvelle classe était enchanteur, une classe de vie non combattante. Su-ming, maintenant un jeune étudiant, se tenait au milieu d'une foule d'adolescents. Il a entendu d'autres commenter que l'école semblait malchanceuse cette année. Les mots cérémonie de l'éveil l'ont frappé. Un sentiment familier l'a envahi alors qu'il réalisait avec un choc total qu'il avait voyagé dans le temps. Il avait de nouveau 18 ans, le jour de sa propre cérémonie de l'éveil. Alors que Su-ming se tenait parmi les étudiants, ses souvenirs de ce jour lui sont revenus avec une clarté parfaite. Il reconnut Wang Xian, dont il se souvenait qu'on le surnommait le Gros. Il se rappela que Wang Chang était également devenu un enchanteur dans sa vie précédente, confirmant que ce n'était pas un rêve. Pour tester davantage sa mémoire, il pensa aux étudiants suivants dans la file. Il se souvint que Li Som-yang deviendrait un guerrier 2 étoiles. L'éveil de Shen Yu échouerait, et Som Li deviendrait une mage de bataille. Les événements se déroulèrent exactement comme il s'en souvenait. Li Som-yang célébra son éveil réussi en tant que guerrier. Il fut suivi par Shen Yu, qui pleura de déception après l'échec de son éveil, puis par Som Li qui devint une mage de bataille. Comme chaque événement correspondait à sa mémoire, le moindre doute de Su-ming fut dissipé. Un sourire en coin confiant apparut sur son visage alors qu'il acceptait pleinement d'être vraiment revenu à la vie. Son expression vira rapidement à une fureur intense alors que le souvenir douloureux de sa trahison par Zhang Tang et Ren Xiaoman lui revint en mémoire. Il sentit que cette seconde chance devait être un don du ciel, lui donnant le pouvoir de réécrire son passé et de venger ses regrets. Ses pensées furent interrompues par un cri de surprise venant de la foule. Sur la scène, une version plus jeune de Zhang Tang s'éveillait, entourée d'une incroyable aura violette. L'annonceur déclara avec enthousiasme que Zhang Tang avait éveillé une classe de combat caché rare, guerrier marionnettiste démoniaque, avec un puissant attribut inné de 8 étoiles. Les étudiants bourdonnaient d'excitation, commentant qu'un éveil aussi puissant était attendu de la part du jeune maître de la prestigieuse famille Zhang. En entendant cela, Su-ming ne pouvait que fixer son futur ennemi avec une haine froide et brûlante. Alors que l'annonceur célébrait le nouveau génie de l'école, Su-ming sentit une tape sur son épaule. Il se retourna et fut choqué de voir une jeune Ji-Yao en parfaite santé, vêtue d'un uniforme scolaire. Elle lui dit qu'elle l'avait cherché. Voyant son expression stupéfaite, elle lui demanda si quelque chose n'allait pas. Submergé par l'émotion, il se ressaisit rapidement et dit qu'il voulait simplement la féliciter à l'avance. Cela dérouta Ji-Yao qui lui demanda pourquoi il la félicitait. L'image d'elle mourant dans ses bras lui revint en un éclair. Un sourire sincère et doux se dessina sur son visage. Il lui dit que ce n'était rien et qu'elle comprendrait bien assez tôt.
Rempli d'un soulagement sincère, il ajouta que c'était si bon de la revoir. Au moment même où il finissait de parler, l'annonceur appela l'étudiante suivante, Jiyao. Surprise, elle se dirigea vers la scène. Elle posa sa main sur la stèle céleste, un grand artefact ancien crépitant d'énergie bleue. Alors que ses doigts la touchaient, une vague massive de puissance jaillit de la pierre, l'engloutissant. La voix de l'annonceur, remplie de stupeur, déclara que Jiyao avait éveillé une classe de combat cachée, nécromancienne, avec un puissant attribut de cette étoile. Les autres étudiants étaient stupéfaits, murmurant avec incrédulité. Suming observait avec un sourire calme et entendu, pensant que tout se déroulait exactement comme il l'avait prédit, et que c'était maintenant à son tour. L'annonceur appela Suming. Alors qu'il se dirigeait vers la scène, Jiyao lui souhaita bonne chance. Les autres étudiants n'étaient pas si optimistes, chuchotant qu'il serait impossible qu'une troisième classe cachée apparaisse, surtout pour un orphelin comme Suming. La scène change ensuite pour fournir un contexte. C'est la planète Azur au sein de la nation du dragon, un monde gouverné par les puissants éveillés. Il y a des décennies, l'avènement de l'éveil a eu lieu. Depuis lors, chaque personne, à ses 18 ans, participe à une cérémonie pour devenir l'un des éveillés. Ces individus ont fondamentalement changé le monde, possédant le pouvoir de plier la réalité et d'acquérir d'immenses richesses. Cependant, ce pouvoir a un prix. Les éveillés doivent constamment faire face à des défis sans fin, affronter des bêtes féroces et explorer de terrifiants donjons remplis de monstres. Alors qu'il marchait vers la stèle céleste, Suming réfléchissait à sa vie passée. Il se souvint qu'en tant qu'orphelin, il avait dépendu d'allocations et de bourses d'études. Le jour de sa première cérémonie d'éveil, il fut béni des cieux. Un phénomène magnifique était descendu, et il avait éveillé un attribut inné de 9 étoiles incroyablement rare ainsi qu'une classe légendaire connue sous le nom de tueur de dieux. Maintenant sur scène dans sa seconde vie, il était déterminé à changer son destin. Il tendit la main vers l'artefact d'éveil, jurant qu'aujourd'hui il ferait en sorte que tout le monde le voie sous un nouveau jour. Ce faisant, une vague massive d'énergie violette et rose jaillit, créant un phénomène spectaculaire dans le ciel. L'annonceur regardait, incrédule, se demandant si cette incroyable montée en puissance pouvait signifier la naissance d'un génie avec un attribut de 9 étoiles ou même plus. Jiyao et les autres étudiants étaient tout aussi stupéfaits. Suming tendit la main, prêt à sentir la montée familière des runes de son éveil originel, mais cette fois quelque chose était différent. Un sceau bleu brillant apparut sur sa poitrine, et de celui-ci, l'artefact divin avec lequel il était mort, l'anneau de la défiance du Tao, se matérialisa. Il était complètement sous le choc, réalisant que l'anneau avait en quelque sorte voyagé dans le temps avec lui. Avant qu'il ne puisse assimiler cela, un autre événement inattendu se produisit. Une sensation étrange se propagea dans son corps, et un écran holographique apparut. Une notification du système déclara que le système de classe ultime tueur de Dieu se liait à lui avec succès. Il annonça ensuite que le système lui avait assigné une toute nouvelle classe, et que son éveil était réussi. Mais au lieu de son ancienne classe, on lui avait accordé quelque chose de bien plus grand, une classe mythique appelée le dieu de l'épée. Suming ne pouvait que regarder avec un étonnement total, remettant en question l'existence d'une classe mythique et le nouveau titre puissant qu'il venait de recevoir. L'immense énergie rouge de l'éveil de Suming laissa tout le monde sans voix. L'annonceur, choqué, se demanda quel genre de classe pouvait créer un tel phénomène. Dans la foule, les étudiants débattaient de ce que cela pouvait signifier. L'un d'eux s'inquiétait que si c'était une classe non combattante, Suming serait condamné. Zheng Tang rejeta cette idée, déclarant qu'avec une vision aussi puissante, ça ne pouvait pas être une classe de vie. Pourtant, alors qu'il regardait, la sueur coulait sur son visage à cause de la pression écrasante de l'énergie de Suming, si intense qu'il ne pouvait pas bouger. Suming se tenait calmement dans la tempête d'énergie, traitant les informations du panneau doré devant lui. Il confirma que sa classe d'éveil était le dieu de l'épée, différente du tueur de dieu de sa vie passée. Il toucha l'interface du système, qui effectua une analyse d'identification confirmant son identité en tant que Suming. Elle afficha alors son nouveau statut. Sa classe était le dieu de l'épée, et il possédait un talent doré appelé Ascension universelle, lui donnant la capacité d'élever ou de faire évoluer n'importe quoi. Suming était abasourdi. Il réalisa qu'un talent doré était d'un rang supérieur à la classe légendaire de 9 étoiles qu'il avait éveillée auparavant. Un sourire confiant se répandit sur son visage alors qu'il comprenait que son nouveau pouvoir devrait de loin surpasser la classe de tueur de dieu. Désireux de voir ses nouvelles capacités, il ouvrit l'interface des compétences. Son excitation se mua en choc. L'écran des compétences affichait une progression nulle et un unique message. Aucune capacité n'a été éveillée. Suming était furieux. Il attrapa le panneau holographique, hurlant intérieurement comment un talent de rang doré pouvait ne comporter aucune compétence. Pendant que Suming était préoccupé, la foule s'agitait, confuse par le retard. Finalement, l'annonceur l'interpella, lui demandant s'il avait terminé son éveil. Suming fixa l'interface sans compétence avec fureur. Il n'arrivait pas à croire qu'après avoir éveillé une classe supposément de niveau divin, il n'avait aucune capacité. Il se demanda si le système se moquait de lui. Soudain, le panneau afficha un nouveau message indiquant qu'il avait reçu ses commentaires et qu'il allait reprendre le guidage.
Une nouvelle invite attira son attention sur l'anneau de la défiance du Tao flottant devant lui. Confus, il regarda l'anneau alors qu'il commençait à briller. Le système annonça alors qu'il avait identifié avec succès l'artefact divin. Dès que l'anneau fut identifié, le panneau du système brilla intensément, et un pilier massif de lumière dorée jaillit de la position de Tsuming, s'élevant dans le ciel. La puissante onde de choc se propagea vers l'extérieur, forçant l'annonceur, qui était aussi le directeur de l'académie, à se préparer à l'impact. Au-dessus de la stèle céleste, une immense étoile multicolore et brillante se matérialisa avec le chiffre 10 en son centre. Les yeux du directeur s'écarquillèrent. Il bégaya d'incrédulité, reconnaissant le symbole d'un attribut inné de 10 étoiles. Sa voix retentit dans le microphone, annonçant que Tsuming avait éveillé une classe cachée de 10 étoiles, maître épéiste. La foule explosa dans le chaos, criant à propos du talent défiant les cieux d'un attribut 10 étoiles, un niveau réservé aux meilleurs du pays. Zhongtang regardait en silence, stupéfait, tandis qu'un autre étudiant fit remarquer qu'il pensait que l'éveil à 8 étoiles de Zhongtang était fou, mais que Tsuming venait de révéler un attribut 10 étoiles au maximum. Le directeur, rayonnant, déclara que c'était une année exceptionnelle pour l'académie. Non seulement ils avaient plusieurs classes cachées, mais maintenant un élu du ciel avec un attribut de 10 étoiles. Il a admis que bien que la classe de maître d'épée ne soit pas de premier rang, avec un talent inné de 10 étoiles, le potentiel futur de Tsuming serait illimité. En guise de récompense, le directeur a annoncé qu'il offrirait personnellement à Tsuming un ensemble complet d'objets d'aide à la culture. Cependant, tout le monde n'était pas optimiste. Des murmures de déception se sont répandus. Certains élèves ont qualifié cela de gaspillage de talent, expliquant que le maître d'épée était une classe de bas niveau. Ils ont expliqué que c'était une classe médiocre et polyvalente, forcée de s'entraîner au combat à distance et rapproché, divisant sa concentration entre les attaques physiques et magiques, ce qui en faisait une classe typiquement faible. D'autres élèves se moquaient de son malheur, se gaussant du résultat décevant d'un talent de 10 étoiles associé à une classe aussi nulle. Quelques-uns ont essayé de le défendre, suggérant qu'avec suffisamment de travail, un maître d'épée pourrait devenir une source de dégâts fiable. Et avec le talent de Tsuming, il pourrait sûrement y arriver, mais les cyniques les ont fait taire, arguant que cette classe nécessite 2 fois plus d'efforts pour les mêmes résultats et qu'il aurait de la chance de finir un donjon pour débutants. Sur scène, Tsuming a entendu leurs paroles méprisantes. Il a légèrement tourné la tête, les yeux assombris, pensant à la façon dont ils considéraient tous sa classe de maître d'épée comme sans valeur. Alors que la foule continuait de murmurer, Jiao a couru vers Tsuming. Avec un grand sourire, elle l'a félicité. Tsuming a répondu de même. Jiao l'a ensuite encouragé à ignorer les bêtises des autres car éveiller un talent de 10 étoiles était incroyable. Elle a reconnu que la classe de maître d'épée pouvait être faible au début, mais elle était sûre qu'avec son talent, ce ne serait pas un problème. Tsuming lui a adressé un sourire chaleureux et l'a remercié, la rassurant sur le fait qu'il ne se laissait pas atteindre par leurs commentaires. Il a ensuite ajouté de manière énigmatique que leur sous-estimation était exactement ce qu'ils voulaient, ce qui a laissé Jiao perplexe. Leur conversation a été interrompue lorsque l'annonceur a appelé l'élève suivant. La foule a acclamé Ren Xiaoman, la fille la plus populaire de l'école, alors qu'elle s'avançait. On a vu Zhang Tang l'encourager. Jiao a commenté sa popularité, mais Tsuming est resté silencieux. Au lieu de regarder, Tsuming s'est retourné et a commencé à s'éloigner. Jiao l'a interpellé, confuse, lui rappelant que la cérémonie n'était pas terminée. Tsuming a répondu froidement sans se retourner que cela ne l'intéressait pas. Alors qu'il s'éloignait, des souvenirs douloureux de sa vie passée ont envahi son esprit. Il s'est souvenu comment Ren Xiaoman s'était servi de lui pour ensuite le trahir et le tuer sans hésitation. Il s'est rappelé le vœu qu'il avait fait en mourant et a renforcé sa détermination à se venger dans cette nouvelle vie. Plus tard, Tsuming a traversé la ville, observant que le monde semblait inchangé par rapport à ses souvenirs. Cependant, il savait que certaines choses étaient différentes. En plus de sa nouvelle classe, il a vérifié son système et découvert une compétence appelée dissimulation totale. Cette compétence légendaire lui permettait de cacher ou de réécrire des informations sur son équipement, sa classe et ses autres compétences. Il l'a reconnue comme l'une des 4 compétences qu'il avait ramenées de sa vie précédente. Cette prise de conscience a déclenché un autre souvenir, l'anneau brillant de la défiance du Tao. Il a regardé ses mains, choqué, comprenant enfin que l'artefact divin l'avait vraiment suivi dans le passé. Alors que Tsuming contemplait l'anneau, le panneau du système s'est de nouveau allumé. Il a annoncé qu'il chargeait l'artefact divin. Alors que l'anneau était intégré, un nouveau message est apparu. Tsuming avait hérité d'une partie des compétences de son ancienne classe de tueur de dieux. Il a regardé, choqué, se demandant comment il était possible d'obtenir des compétences de la classe de sa vie passée alors que sa nouvelle classe était le dieu de l'épée. Un écran de statut détaillé s'est matérialisé, montrant son nom, Tsuming, niveau 1, avec des statistiques de base équilibrées. Sa classe a été confirmée comme étant le dieu de l'épée, unique au monde mythique, et son talent était l'ascension universelle. La section des compétences listait maintenant 4 capacités, l'âme du tueur de dieu, dissimulation totale, pas de l'ombre et œil perspicace. Avec ces nouvelles informations, Tsuming a commencé à formuler un plan.
Il a pensé à un vieux proverbe, un homme est innocent, mais porter un trésor fait de lui une cible. Pour éviter d'être utilisé par les autres et parce qu'il n'était pas encore assez fort, il savait qu'il devait être prudent. Bien que son talent de 10 étoiles soit impossible à cacher, il a décidé qu'il devait dissimuler toutes les informations sur sa véritable classe mythique, le dieu de l'épée. Il s'est juré de saisir cette seconde chance et de ne pas répéter ses erreurs passées. Il savait par expérience que le défi du donjon pour débutants arriverait le deuxième jour après la cérémonie d'éveil. Avec ses connaissances et ses compétences, Su-Ming était convaincu que le donjon pour débutants ne serait pas un défi. Son objectif était de monter de niveau plus vite que n'importe qui d'autre et d'obtenir un meilleur équipement. Pour ce faire, il a décidé de défier le boss le plus difficile du donjon dès le début. Mais d'abord, il avait besoin d'une arme décente. Pendant ce temps, dans une chambre luxueuse d'un grand gratte-ciel nommé Palace, une scène différente se déroulait. Zhang Tang et Ren Xiaoman étaient ensemble. Ren Xiaoman a taquiné Zhang Tang de l'avoir emmené dans un tel endroit juste après la cérémonie. Zhang Tang, irrité, lui a dit de ne pas mentionner la cérémonie, se plaignant que Su-Ming lui avait volé la vedette. Ren Xiaoman, cependant, était déjà en train de comploter. Elle lui a dit de ne pas être en colère, expliquant que même si Su-Ming n'était qu'un maître d'épée, son attribut d'éveil était incroyablement élevé. Elle l'a assuré que Su-Ming aurait beaucoup de valeur pour eux plus tard. Intrigué, Zhang Tang lui a demandé ce qu'elle voulait dire. Ren Xiaoman a souri malicieusement et lui a montré quelque chose sur son téléphone. Alors que Zhang Tang regardait, son expression est passée de l'agacement à la surprise. Ren Xiaoman a expliqué son plan avec un regard froid et calculateur. Elle était convaincue que si elle tendait un petit appât à Su-Ming, il le prendrait. Ensuite, tout comme avant, ils pourraient l'utiliser à leur propre fin. Suivant son plan, Su-Ming est arrivé à un immense gratte-ciel qui abritait un marché d'armes. Il a pris un ascenseur jusqu'au 12e étage où il a été accueilli par un employé du grand magasin d'armes. En traversant, il a observé que l'endroit était rempli d'élèves nouvellement éveillés se préparant pour l'épreuve du donjon pour novices. Il a entendu certains se plaindre de leur manque d'argent, réalisant qu'ils devraient trimer dans les donjons pour une arme décente. L'attention de Su-Ming a été attirée par une foule rassemblée autour d'une vitrine spécifique. Ils admiraient une épée bleue brillante appelée la lame de givre du tyran, une arme de rang diamant qui aurait été forgée par un joueur de classe épée à 2 mains de haut niveau. La foule s'émerveillait de sa puissance, qui pouvait soi-disant geler le sang d'un monstre, mais était aussi intimidée par son prix de 1 million de pièces d'ave. Alors qu'il exprimait leur admiration, Su-Ming a souri en coin pour lui-même. Il se souvenait de sa vie passée que cette arme était une contrefaçon, et que les marchands qui la vendaient finiraient par être arrêtés. Ses pensées ont été interrompues par une voix. Il s'est retourné pour voir une femme bien habillée aux cheveux gris courts, flanquée de 2 gardes du corps. Elle lui a demandé s'il était Su-Ming, et il lui a demandé en retour qui elle était. La femme s'est présentée comme Jeanne Lan, vice-directrice du groupe Jiangnan, et lui a tendu sa carte de visite. Su-Ming a pris la carte, déclarant qu'il ne pensait pas la connaître. Jeanne Lan a ignoré son commentaire et, assez fort pour que les autres entendent, a annoncé qu'au nom du groupe Jiangnan, elle couvrirait toutes ses dépenses pour la journée. Elle lui a ensuite dit qu'elle espérait qu'il pourrait lui rendre un service. Quand Su-Ming a demandé quel genre de service, elle a ordonné à un garde du corps de lui montrer une photo. La photo montrait une jeune fille souriante, les yeux cachés, entourée de fleurs blanches. Jeanne Lan a expliqué que la fille était sa petite sœur, Jan Young-King, qui fréquentait aussi son école et venait de s'éveiller. Elle a révélé qu'elle avait déjà enquêté sur son éveil et était au courant de son talent de 10 étoiles. Elle a estimé qu'avec son pouvoir, le donjon pour novices ne serait pas un défi pour lui. Elle lui a rappelé que seuls les nouveaux éveillés pouvaient y entrer, puis a formulé sa demande. Elle voulait qu'il fasse équipe avec sa sœur et la protège afin qu'elle puisse terminer l'épreuve en toute sécurité. Après un moment, Su-Ming a refusé catégoriquement, disant que cela ne l'intéressait pas. Alors qu'il s'éloignait, Jeanne Lan est restée sous le choc. Elle a crié après lui offrant de choisir n'importe quelle arme du magasin s'il acceptait, mais son offre a été accueillie par le silence. Furieuse, elle s'est dit comment un étudiant fauché qui venait d'avoir de la chance pouvait avoir le droit de la refuser. Juste au moment où Jeanne Lan fulminait, Su-Ming s'est arrêté. Avec une expression calme, il s'est retourné et a dit « Ah oui ?» Il a alors montré du doigt l'arme la plus chère du magasin et a déclaré qu'il prendrait la lame de givre du tyran, la fausse épée valant 1 million de pièces d'ave. Jeanne Lan était enragée, croyant qu'il essayait délibérément de lui extorquer de l'argent. Elle l'a accusé de compliquer les choses et a demandé s'il pensait vraiment que quelqu'un de son statut valait 1 million de pièces. Su-Ming lui a simplement rappelé qu'elle lui avait offert de choisir n'importe quelle arme. Il lui a dit que si elle n'était pas prête à aller jusqu'au bout, l'accord était annulé. Avec un sourire confiant, il lui a ensuite donné un conseil, lui disant de faire savoir à sa sœur qu'elle devrait se préparer de toutes ses forces, insinuant qu'il y a des choses que la richesse ne peut pas acheter. Étonnamment, la colère de Jeanne Lan s'est dissipée, remplacée par un sourire intrigué. Elle trouvait Su-Ming intéressant et s'est avouée à elle-même qu'elle avait dépassé les bornes. Elle a tourné les talons et est partie avec ses gardes du corps. Les badauds étaient stupéfaits, chuchotant sur la façon dont cet étudiant venait de se jouer des puissantes personnes du groupe Jiangnan. Alors qu'il partait, le téléphone de Su-Ming a vibré,
signalant un message entrant. Il a regardé et a vu que c'était de Ren Xiaoman. Le message était exactement comme il s'en souvenait. Elle demandait s'il l'avait toujours aimé, prétendait avoir changé Davis, et lui demandait de la retrouver sur le toit du bâtiment universitaire ce soir-là. Suming nota avec un amusement glacial que même s'il ne s'était pas éveillé en tant que tueur de dieux, les tactiques manipulatrices de Ren Xiaoman n'avaient pas changé. Se souvenant de son vœu de vengeance, il répondit par un simple message, acceptant de la rencontrer. Ceci étant réglé, Suming reporta son attention sur la recherche d'une arme. Il s'est approché d'un vendeur et l'a interrogé sur un étalage d'objets rocheux et déchiquetés appelés pierres d'épée. Le vendeur expliqua que c'étaient des pierres d'armes qui avaient une chance de produire une arme de rang argent, mais elle l'a prudemment averti que tout était basé sur la probabilité, et que la plupart des pierres ne contenaient que des armes de la plus basse qualité. À sa grande surprise, Suming lui a dit que c'était exactement ce qu'il voulait. Il expliqua qu'au lieu de dépenser une fortune pour une arme en argent qui deviendrait bientôt obsolète, il valait bien mieux parier sur l'obtention d'une arme à partir d'une pierre bon marché. Cependant, en regardant les pierres, il pensa que pour lui, ce n'était pas vraiment un pari du tout. La vérité était qu'il pouvait réellement voir les données à l'intérieur des pierres. C'était grâce à une autre compétence qu'il avait ramenée de sa vie antérieure, l'œil de la perspicacité. Un panneau système expliquait que cette compétence légendaire donnait à ses yeux le pouvoir de voir la vraie nature des choses. Utilisant cette capacité, il ramassa avec confiance l'une des pierres. Il savait qu'une arme en argent ordinaire coûterait des centaines ou des milliers de pièces de lave, mais en utilisant sa compétence pour en trouver une dans une pierre bon marché, c'était une valeur incroyable pour un étudiant fauché comme lui. Alors que Suming s'asseyait avec la pierre d'arme, ses actions attirèrent l'attention d'autres étudiants. L'un d'eux, un garçon aux cheveux blonds, le reconnut comme le jeune qui venait de refuser le puissant groupe Jangan. Le garçon et ses deux amis s'approchèrent de Suming en ricanant. Le garçon blond se moqua de lui parce qu'il tenait une pierre d'arme bonne pour la poubelle, riant à l'idée que Suming refuserait un cadeau d'une grande entreprise juste pour parier sur une camelote. Ils traitèrent Suming d'idiot. Suming, cependant, resta imperturbable. Il reconnut l'intimidateur blond comme étant Yang Ding, un gosse de riche dont il se souvenait de sa vie antérieure, qui prenait son pied en harcelant les élèves plus jeunes. Trouvant la situation pénible, Suming décida de s'amuser un peu avec eux. Il se tourna calmement vers Yang Ding et proposa un pari, 5000 pièces de lave qu'il pourrait obtenir une arme de rang argent de la pierre qu'il tenait. Après un moment de silence stupéfait, Yang Ding et ses amis éclatèrent de rire, pensant que Suming était un idiot. Yang Ding se moqua de lui, disant qu'il y avait 99,99% de chances que la pierre soit une camelote et qu'il n'avait jamais rencontré quelqu'un d'aussi désireux de jeter son argent par les fenêtres. Suming répondit simplement qu'il verrait bientôt qui gaspillait vraiment son argent. Yang Ding accepta le pari avec empressement, et une foule de badauds se rassembla. Suming déclara qu'il ouvrirait la pierre sur le champ, avertissant l'intimidateur de ne pas se défiler. Yang Ding se contenta de rire, lui disant de s'inquiéter des 5000 pièces qu'il allait bientôt lui devoir. Sous les yeux de tous, Suming activa son œil de la perspicacité. Sa vision se modifia, lui permettant de voir l'épée rougeoyante cachée à l'intérieur de la pierre. Avec un cri confiant, il brisa la pierre. Une lumière rouge brillante jaillit de la roche brisée, et une épée puissante s'en échappa. Yang Ding, ses amis et toute la foule ne pouvaient que regarder avec une incrédulité totale alors que Suming attrapait calmement l'arme par sa poignée. Une notification système apparut, identifiant sa nouvelle arme, une épée en fer noir à tranchant cramoisi, une arme en argent de bas grade avec un affixe spécial appelé buveur cramoisi qui lui permettait d'absorber le sang des monstres pour soigner son porteur. Debout au milieu du silence stupéfait, Suming tenait sa nouvelle épée, la mirant comme une belle arme. Il pensa alors avec un regard froid et déterminé que cette nouvelle épée serait parfaite pour son rendez-vous avec Ren Xiaoman ce soir-là. Yang Ding et ses amis restèrent bouche bée, incapables de croire que Suming avait tiré une arme de rang argent de la pierre. Suming, tenant l'épée, fit remarquer nonchalamment qu'elle n'était pas mauvaise, en particulier sa capacité de vol de vie, notant qu'elle éliminerait son besoin d'un soigneur dans l'épreuve du donjon à venir. Un panneau système confirma que l'arme était une épée en acier noir de rang argent avec plus 10% de vol de vie. Alors que Yang Ding regardait, paniqué, Suming pointa la lame sur lui, rappelant à l'intimidateur qu'un pari est un pari et que les 5000 pièces de lave étaient désormais siennes. Vaincu, Yang Ding transféra l'argent. En partant furieux, il cria qu'il n'oublierait pas cette humiliation. Suming lui conseilla simplement de ne pas faire de paris aussi imprudents à l'avenir. Le vendeur regarda avec stupéfaction, réalisant que cela faisait des années que personne n'avait tiré une véritable arme de l'une de leurs pierres. Avec ses gains, Suming retourna au comptoir pour un fourreau, demandant si 5000 pièces seraient suffisantes. Le vendeur, troublé, confirma que c'était le cas. Il acheta un fourreau orné d'or de rang argent qui réduisait la perte de durabilité de l'arme de 50%. Suming était satisfait, sachant que cela réduirait considérablement l'usure de l'épée. Alors qu'il tenait son épée rengainée, une notification système apparut, lui demandant s'il voulait activer une fonction cachée appelée manifestation d'armes. Il décida de ne pas le faire, pensant que ce n'était pas encore le moment. Avec un sourire narquois,
il pensa qu'il devait encore prendre cette nouvelle arme et augmenter son rang. Plus tard, en se promenant dans un parc, Xu-Ming réfléchit à sa situation. Il reconnut qu'après s'être éveillé en tant que dieu de l'épée, il ne possédait pas une seule compétence de classe utilisable. Cependant, sa classe était dotée d'un talent primordial incroyablement puissant, l'ascension universelle. Ce talent unique lui permettait d'améliorer la qualité de n'importe quel objet une seule fois, rendant sa classe mythique vraiment digne de son rang. Tenant son épée, il testa ce pouvoir. Une notification système annonça que l'ascension universelle était activée. L'ascension a réussi, et l'effet buveur cramoisi a été obtenu. L'épée se mit à briller d'une puissante aura rouge. Une notification finale afficha le nouveau statut de l'arme, une épée en acier noir cramoisi de haut rang argent. Sa capacité de buveur cramoisi a été améliorée pour drainer le sang de la cible au contact, et elle a acquis une nouvelle compétence, soif de sang, accordant un bonus temporaire de plus 5 à toutes les statistiques pendant 30 secondes après avoir tué un monstre. Xu-Ming était satisfait de l'amélioration. Les préparatifs terminés, il activa la manifestation d'armes cachées, confiant que le donjon pour débutants du lendemain ne serait pas un défi. Plus tard cette nuit-là, Xu-Ming arriva sur le toit du bâtiment universitaire. Il se tenait en silhouette contre le paysage urbain futuriste, sa nouvelle épée à la main. Ren Xiaoman était déjà là. Elle se retourna avec un sourire séducteur et le salua, lui reprochant avec espièglerie d'être en retard. Son sourire disparut instantanément. Sans un mot, Xu-Ming abattit son épée sur elle. Elle hurla et évita de justesse l'attaque alors que la lame s'enfonçait dans le rebord en béton où elle se trouvait. Elle le regarda, incrédule, en lui demandant ce qu'il faisait. Avec un regard froid et inflexible, Xu-Ming lui dit qu'il était venu pour se venger. Un souvenir douloureux de sa vie antérieure lui revint en mémoire. Le moment de sa mort, tenant Jiao mourante alors que Ren Xiaoman regardait sans remords. Ren Xiaoman était déconcertée et en colère. Elle exigea de savoir de quoi il parlait, lui rappelant qu'elle venait d'accepter sa déclaration. Elle brandit son téléphone, montrant un historique de messages où il lui avait dit qu'il l'aimait bien et l'avait invité à sortir. Elle cria de frustration, soulignant que c'était lui qui voulait sortir avec elle. Elle ne comprenait pas pourquoi il essayait maintenant de lui faire du mal. Xu-Ming se tenait simplement là, son expression dure et silencieuse. Il la regarda avec un sourire froid et entendu. Il lui dit que bien qu'elle ait raison à propos de la déclaration qui avait eu lieu dans une vie passée, son esprit dériva, rejouant leur relation. Il se souvenait d'elle comme de la fille la plus populaire de l'école alors qu'il n'était qu'un orphelin solitaire. Il se rappela le jour après la première cérémonie d'éveil. Abattu, il fut approché par elle qui, avec un sourire bienveillant, lui demanda s'il allait bien. À partir de ce jour, il sentit qu'il avait l'affection de quelqu'un. Cela mena à sa déclaration par SMS, à leur rendez-vous romantique et à leur intimité. Mais ce passé heureux fut brisé par le souvenir d'une photographie d'elle et de Zhang Tang ensemble, un symbole de sa trahison ultime. De retour au présent, le visage de Xu-Ming se tordit de rage alors qu'il criait que tout cela n'était qu'un mensonge. Il l'accusa furieusement, déclarant qu'il savait tout de ses tractations louches avec Zhang Tang et qu'elle ne s'était servie de lui. Ren Xiaoman était complètement choqué, bégayant qu'il disait n'importe quoi et essayant de nier ses accusations, mais Xu-Ming était implacable. Il lui a dit qu'elle savait très bien s'il mentait ou non, et que sa personnalité de belle femme posée n'était qu'une imposture. Il s'est ensuite penché, la voix remplie de venin, et lui a dit que sa véritable personnalité n'était rien d'autre qu'une personne vaniteuse et sans vergogne. À ces mots, le sang-froid de Ren Xiaoman s'est complètement effondré. Son visage s'est tordu de fureur alors qu'elle laissait tomber son masque. Elle lui a hurlé dessus, lui demandant ce qu'il pouvait bien savoir et le traitant d'orphelin. Elle a craché venimeusement que si son talent n'avait pas eu de valeur, il n'aurait même jamais eu la chance de lui parler. Elle l'a ensuite menacé, criant que ni elle ni Zhang Tang ne le laisseraient s'en tirer après l'avoir insulté. Xu-Ming a accueilli ces menaces avec un sourire méprisant. Il l'a mise au défi de s'y frotter, mais a suggéré qu'elle devrait plutôt s'inquiéter de l'impact que cette petite affaire aurait sur son image publique de pureté soigneusement construite. Cette dernière provocation l'a poussée à bout. Bouillonnante de fureur, elle s'est jetée sur l'épée que Xu-Ming avait laissée dans le béton et la brandit contre lui. Alors que la lame volait vers lui, Xu-Ming s'est dit que ses actions étaient exactement les mêmes que dans sa vie antérieure. Cependant, cette fois, il était préparé. Juste au moment où l'épée allait frapper, des vrilles d'énergie rouge ont jailli de la lame, l'arrêtant en plein vol et laissant Ren Xiaoman complètement sous le choc. Xu-Ming a expliqué qu'il avait vu venir le coup, connaissant son penchant pour la trahison. Une notification du système a confirmé l'activation de la capacité buveur écarlate de son arme. Les vrilles d'énergie rouge ont jailli de la lame et se sont enroulées autour de Ren Xiaoman. Xu-Ming a révélé son piège. Au moment où il l'a ciblé avec la capacité de son arme, son sort était scellé. La vrille a fusé vers l'avant, la frappant directement au visage. Elle a poussé un cri d'agonie perçant, hurlant que son visage était ruiné. Alors qu'elle s'effondrait au sol, Xu-Ming s'est tenu au-dessus d'elle et lui a dit froidement qu'elle l'avait bien cherché. Il était sur le point de déclarer que c'était le début de sa vengeance, mais elle l'a interrompu, criant qu'elle allait demander à Zhang Tang de le tuer. Impassible, Xu-Ming a simplement rappelé son épée, qui s'est dématérialisée dans son inventaire. Il s'est ensuite retourné et s'est éloigné,
lui disant d'aller dire à Zhang Tang qu'il pouvait venir le chercher quand il serait prêt. Il a déclaré que le coup d'aujourd'hui marquait leur rupture. En la laissant en pleurs sur le toit, il a pensé que cette lame avait aussi servi à trancher l'affection qu'il avait autrefois si précieusement chérie. Plus tard, il a reçu une notification sur son téléphone. C'était un cadeau de l'académie. Le message venait du directeur Wang, le félicitant pour son éveil et lui fournissant un pack de récompenses pour l'aider à se préparer pour le donjon des débutants. Le pack contenait une pilule de fortification, un pack d'équipement de combat et 10 000 pièces d'ave. Le lendemain a commencé à 6 heures du matin. Xu Ming tenait la pilule de fortification du directeur. Il a reconnu la générosité, mais soupçonné que c'était par pitié pour avoir éveillé une faible classe de maître d'épée malgré son talent 10 étoiles. Il a immédiatement mangé la pilule en se plaignant de son goût affreux. Le mauvais goût a été oublié alors qu'il était enveloppé dans une aura dorée. Une notification du système l'a choqué. La pilule lui avait accordé plus 10 en constitution et 100 points d'expérience, assez pour le promouvoir instantanément au niveau 2 et lui octroyer 10 points d'attribut libre. Alors que son écran de statut se mettait à jour, un nouveau talent passif s'est activé, corde et épée innée. Ce talent signifiait qu'il avait naturellement formé une épée dans son cœur, lui permettant d'apprendre n'importe quelle compétence de type épée en ignorant leurs restrictions habituelles. Xu Ming était ravi, réalisant que comme attendu de son talent 10 étoiles, il pouvait apprendre des capacités simplement en montant de niveau. Rempli d'une nouvelle confiance, il a souri et a déclaré qu'il montrerait à tout le monde sa véritable puissance dans le donjon des novices. Il est arrivé à la zone du donjon des novices de la première académie de Xuanjing, une place animée remplie d'étudiants et de portails. Un groupe de ses camarades de classe s'est approché de lui. Les mêmes étudiants qui s'étaient moqués de sa classe lui demandaient maintenant avec empressement de faire équipe. Ils ont loué son talent 10 étoiles et le cadeau du directeur, suggérant que le donjon serait simple. Ils ont proposé leur propre classe pour compenser les prétendues faiblesses du maître d'épée, espérant profiter de son succès pour obtenir un meilleur score. Xu Ming était dégoûté par leur hypocrisie, pensant à la façon dont il l'avait méprisé la veille. Il les a sèchement refusés, disant qu'il avait déjà une équipe. Ces paroles ont été entendues par Jiao, qui s'est précipitée, surprise, demandant quand il avait formé une équipe. Elle a expliqué qu'elle était venue tôt exprès pour être la première à lui demander de faire équipe. Xu Ming, pris au dépourvu, a essayé de s'expliquer. Il lui a dit que ses objectifs n'étaient pas les récompenses habituelles, et qu'il craignait qu'elle ne soit blessée. Il s'est alors penché et lui a murmuré sa véritable intention. Il prévoyait de défier le donjon seul. Alors que Jiao était en train d'assimiler l'information, ils ont été interrompus par un étudiant aux cheveux bleus avec un sourire confiant. Il s'est présenté comme étant Yan Zei, un ranger chasseur de démons 9 étoiles, et a officiellement invité Xu Ming dans son équipe. Xu Ming a reconnu Yans de sa vie passée et a refusé catégoriquement son offre sans hésitation. Avant que Yans ne puisse insister, Jiao est intervenue. Elle a passé son bras autour des épaules de Xu Ming et a annoncé qu'il avait déjà fait équipe avec elle, donc qu'ils devaient tous arrêter de l'embêter. Les autres étudiants, y compris Yans, se sont excusés et sont partis. Alors que la foule se dispersait, Xu Ming a regardé Jiao avec gratitude, pensant à quel point elle était fiable. Alors que Xu Ming se tenait avec Jiao, il a jeté un coup d'œil à une horloge, notant que l'heure de début du donjon approchait. Au même moment, un immense portail bleu a pris vie dans un tourbillon, et une voix a annoncé que le 127e défi du donjon des novices avait officiellement commencé. Depuis le portail, une diffusion holographique du directeur Wang est apparue. Ayant l'air de tout juste se réveiller, il s'est excusé d'avoir dormi trop longtemps. Il a expliqué les règles de l'épreuve obligatoire d'une journée. Chaque étudiant était préinscrit, et à l'intérieur, ils gagneraient des points en fonction de leur contribution. Il leur a fortement conseillé de former des équipes pour augmenter leurs chances de survie et de terminer le défi dans la journée. Pendant que le directeur parlait, Jiao s'est tournée vers Xu Ming pour découvrir qu'il avait disparu. Elle a regardé autour d'elle, confuse. Avant que quiconque puisse réagir, le directeur Wang a officiellement déclaré le donjon ouvert. À cet instant, une silhouette a dépassé les autres étudiants et a plongé directement dans le portail. La foule a explosé de stupeur, criant que quelqu'un était déjà entré et identifiant rapidement le challenger solitaire comme étant l'étudiant 10 étoiles, Xu Ming. En entrant dans le donjon, Xu Ming a été frappé de nostalgie. Il s'est souvenu comment, dans sa première vie, il avait été à la fois effrayé et excité. Une voix puissante a alors retenti, souhaitant la bienvenue aux novices. Elle expliquait que le donjon était un lieu de danger et d'opportunité, et que pour en sortir, il devait vaincre le boss ordinaire. Cependant, elle a aussi fait allusion à une méthode de difficulté supérieure pour de plus grandes récompenses. Avec un regard déterminé, Xu Ming a déclaré son nouvel objectif. Dans cette vie, il choisirait le défi le plus difficile et tuerait le boss caché ultime du donjon. Il s'est retrouvé dans une jungle luxuriante au clair de lune, identifiée par le système comme la forêt de la marée déchaînée, une zone de niveau F. Il a immédiatement remarqué que la carte du donjon des novices changeait chaque année, rendant cet endroit différent de sa vie passée. Il savait aussi que le point d'apparition était aléatoire pour chaque challenger, ce qui signifiait que la planification de l'itinéraire devait se faire à la volée.
Cela signifiait également que les monstres qu'il rencontrerait seraient différents, ajoutant une autre couche d'imprévisibilité. Alors que Shu-Ming commençait à explorer, il a rapidement rencontré un adversaire redoutable, un monstre arbre intelligent et massif avec une tête de feu rugissant et un visage sculpté menaçant. Il savait de sa vie passée que ce monstre, bien qu'immobile, utiliserait ses lianes pour traîner ses cibles dans sa gueule enflammée. Cependant, son but n'était pas de combattre tous les monstres. Il se concentrait sur le boss caché. Par conséquent, il a décidé qu'il valait mieux éviter des ennemis aussi difficiles. Il a regardé une carte holographique traçant son parcours. Il a pensé que la raison pour laquelle il s'était précipité en premier était pour se donner une avance. Il devait explorer la nouvelle configuration et trouver les objets nécessaires pour invoquer le boss caché. Bien que la carte changeât chaque année, il savait que la stratégie fondamentale pour déclencher le combat contre le boss resterait la même. Il devait agir rapidement avant que d'autres étudiants n'arrivent et ne rendent la collecte des objets nécessaires plus difficile. Son plan établi, il est passé à l'action, bondissant à travers la forêt dense. Quelque temps plus tard, à 7h30, un autre groupe d'étudiants est entré dans le donjon. Une fille aux cheveux bleus clairs et ses deux coéquipiers masculins ont regardé autour de la clairière tranquille. Ils ont remarqué qu'il n'y avait pas d'autres challengers à proximité et ont conclu que la zone devait être sûre. Leur sentiment de sécurité a été brisé lorsque la fille a entendu un bruit dans les arbres, alertant son équipe. Ils levèrent les yeux juste à temps pour voir un autre étudiant s'écraser à travers le feuillage. Le garçon, brandissant un marteau, atterrit près d'eux en hurlant à l'aide. L'équipe nouvellement arrivée ne put que regarder, choquée, la source de la poursuite se révélait, deux rats monstrueux géants aux yeux rouges luisants. Reconnaissant les rats assoiffés de sang, le courage des étudiants leur manqua, et dans la panique, ils décidèrent de se séparer et de courir pour sauver leur vie. De retour sur la place, le danger de l'épreuve devint évident. À 7h31, un rapport en temps réel s'afficha au-dessus du portail, annonçant que 3 concurrents avaient été dévorés par les rats assoiffés de sang. L'étudiant déchu le plus puissant était Lida Biao, un 6 étoiles. Jiao, qui essayait toujours de former une équipe, était sous le choc. Alarmée qu'un étudiant 6 étoiles soit tombé si vite, elle appela de toute urgence tout le monde à accélérer la formation de leur équipe, criant que les gens à l'intérieur avaient désespérément besoin de plus d'aide. Pendant ce temps, à l'intérieur de la forêt de la marée déchaînée, la situation était sinistre. La fille aux cheveux bleus qui avait été poursuivie courait pour sa vie, maintenant seule et blessée. Dans la panique, elle avait été séparée de ses coéquipiers et avait perdu toute orientation. Alors qu'elle tentait de se repérer, elle sentit une nouvelle présence. En levant les yeux, elle vit la silhouette d'un monstre massif ressemblant à un singe, perché dans les arbres. La créature tomba au sol, ses yeux rouges luisants la fixant avec malveillance. Paralysée par la peur, la jeune fille ne put que regarder la bête géante bondir vers elle. Dans son dernier instant, elle ferma les yeux très fort et hurla pour que quelqu'un la sauve. Soudain, un éclair de lumière rouge passa devant elle. Dans une incroyable explosion de vitesse, Shu-Ming apparut. Son épée d'acier noir cramoisi devint un flou alors qu'il frappait le monstre singe. L'épreuve du donjon des novices était plus mortelle que ce à quoi les étudiants s'attendaient. La panique s'empara des nouveaux éveillés alors qu'ils se retrouvaient dispersés et dépassés. Un étudiant terrifié se lamenta sur sa malchance en rencontrant un ours brun sanguinaire d'élite de niveau 5 dès le début. Sa lamentation se transforma en un cri alors qu'il était brutalement empalé par la bête. Le chaos ne se limitait pas à une seule zone. À travers la forêt, d'autres étudiants fuyaient des créatures comme le chasseur des marais de niveau 2 et le chien de pistache de niveau 3, beaucoup connaissant la même fin fatale. Les appels à l'aide inondèrent les canaux de communication avec des rapports désespérés indiquant que les points de téléportation étaient complètement encerclés par des hordes de monstres, demandant un renfort urgent qui n'arrivait pas. Au milieu du carnage, Jiao se retrouva complètement seule, entourée des corps sans vie de ses coéquipiers. Accablée de chagrin et terrifiée, elle s'effondra dans les hautes herbes, tremblant en se souvenant que ses coéquipiers lui avaient dit de se cacher. À peine une demi-heure s'était écoulée depuis le début de l'épreuve, et la difficulté était si élevée qu'elle doutait qu'un nouvel étudiant puisse survivre. Ailleurs dans la forêt, la fille aux cheveux bleus clairs était en état de choc, acculée par le monstre singe géant. Au moment où la bête se jetait sur elle, une rafale de coups d'épée rapide fendit l'air. Shu-Ming apparut dans un flou de mouvements, sautant par-dessus la fille terrifiée et atterrissant avec grâce entre elle et la bête. La fille le regarda avec admiration, pensant qu'il était incroyablement fort et qu'il avait tué le monstre d'un seul coup. Reconnaissante, elle commença à le remercier, le reconnaissant et lui demandant s'il était le fameux étudiant 10 étoiles, Shu-Ming. Avec un sourire calme, Shu-Ming lui dit qu'il ne faisait que passer. Il l'avertit ensuite sombrement qu'il ne pourrait pas la sauver une seconde fois, révélant que le monstre n'avait pas encore été tué. La fille aux cheveux bleus fut choquée d'apprendre que le monstre était toujours en vie et se retourna pour voir son ombre menaçante se profiler derrière elle. Paniquée, elle déclara qu'elle allait chercher des renforts et cria à Shu-Ming de tenir bon pendant qu'elle courait pour sa vie. Seule avec la bête, Shu-Ming activa calmement son œil de la perspicacité. Un panneau système révéla l'identité du monstre, un roi singe muté, une bête féroce de niveau 3 avec une force et une constitution élevée, mais une agilité très faible. Comprenant qu'il s'agissait d'un monstre muté, Shu-Ming comprit pourquoi il avait survécu à un coup direct de son arme de qualité argent.
Le roi singe muté se rétablit et sauta dans les airs, abattant ses poings massifs dans un coup puissant, mais Su-Ming esquiva facilement l'attaque. Il nota avec un sourire narquois que la vitesse du monstre n'était pas si mauvaise et décida de se mesurer à lui. Se remémorant les compétences héritées de sa vie passée, il décida d'utiliser la troisième, le pas du dieu caché. Une notification du système expliqua que cette compétence était une technique d'accélération qui augmentait sa vitesse de 50% et le rendait complètement immunisé contre toutes les attaques et non ciblables pendant son activation, bien qu'elle consomme beaucoup d'endurance. Une vague d'énergie turquoise brillante enveloppa Su-Ming. Il disparut en un instant, réapparaissant directement derrière le roi singe confus, le narguant en disant qu'il était derrière lui. Le monstre rugit et se retourna pour attaquer, mais Su-Ming disparut à nouveau dans un éclair de lumière. Regardant la bête désormais déséquilibrée et vulnérable, Su-Ming déclara le concours terminé, le trouvant ennuyeux et à sens unique. Le roi singe muté ne put que regarder, choqué. La silhouette de Su-Ming se reflétait dans son œil terrifié alors qu'il se préparait à frapper. Déclarant qu'il avait fini de jouer, Su-Ming déchaîna une dernière attaque dévastatrice qui trancha le monstre en deux. Une notification du système confirma immédiatement sa victoire. Alors que le corps du monstre se dissolvait en données, un écran de butin apparut. Il avait obtenu un parchemin de compétences de taillade unique de bronze de bas grade. Il se tenait au-dessus des restes de son ennemi, pensant que bien que la compétence soit de bas rang, c'était une trouvaille décente pour le donjon des novices. Soudain, il fut englouti par une lumière dorée éclatante alors qu'un grand titre premier sang apparaissait devant lui. Une annonce à l'échelle du donjon fut diffusée, déclarant qu'un maître épéiste de niveau 2 avait réalisé le premier meurtre de la forêt de la vague déferlante, gagnant le titre de premier sang. Partout dans le donjon, les étudiants en difficulté furent choqués de recevoir la notification. En récompense, chaque joueur reçut une petite potion de soin. Une fille blessée serra la potion qui apparut dans sa main, soupirant de soulagement. Les étudiants commencèrent à spéculer sur le mystérieux maître épéiste, certains devinant immédiatement qu'il s'agissait de l'étudiant 10 étoiles, Su-Ming. D'autres soutinrent que cela pourrait être un autre maître épéiste, mais ils convinrent tous que cet exploit leur donnait l'espoir que le donjon était terminable. De retour dans sa clairière, Su-Ming paniqua. Il avait complètement oublié le système de titres publics, réalisant que cela pourrait exposer sa véritable force. Il décida d'être plus prudent, prévoyant d'utiliser sa compétence de dissimulation totale pour cacher ses futurs exploits. Il fut également surpris qu'après une demi-heure, il soit la première personne à tuer un seul monstre. Alors qu'il s'enfonçait plus profondément dans la forêt, il s'arrêta brusquement. Une meute de loups sinistres de niveau 3 émergea des buissons, leurs yeux verts brillants d'un air menaçant. Su-Ming eut un sourire narquois, reconnaissant les loups comme l'un des meilleurs monstres pour monter de niveau. Il décida que c'était l'occasion parfaite d'essayer sa nouvelle compétence d'épée. Il avait déjà utilisé son talent unique, l'ascension universelle, pour améliorer le parchemin de compétences de bronze du singe. Le système avait déclenché la sublimation de la compétence, la transformant en une nouvelle capacité plus puissante. Il avait obtenu une compétence d'argent de bas grade, la taillade dégainée, une technique qui lui permettait de rengainer son épée, de rassembler sa concentration et de déchaîner une frappe dévastatrice en un seul mouvement. Alors que les loups sinistres hurlaient, Su-Ming déchaîna sa nouvelle puissance. Une vague massive d'énergie bleue en forme de croissance abattit sur la meute qui chargeait. L'énorme vague d'énergie déchira les loups sinistres avec une force dévastatrice. Dans une démonstration brutale et sanglante, la taillade dégainée de Su-Ming décapita et trancha toute la meute, lui rapportant une cascade de points d'expérience à chaque meurtre. À 9h30, il se tenait seul dans la clairière désormais silencieuse, le sol jonché des restes de ses ennemis. Avec un sourire satisfait, il regarda une notification système confirmer qu'il avait atteint le niveau 9 et obtenu le titre de légende du loup affamé. Il reconnut que sa stratégie d'utiliser la taillade à longue portée de style Yaide était le moyen le plus efficace de farmer ces monstres de bas niveau. Il fit de nouveau la démonstration de la technique, rengainant son épée et concentrant son intention. Il accumula de l'énergie, verrouilla sa prochaine ciblée, avec un regard déterminé, déchaîna un autre coup puissant. Une deuxième vague massive d'énergie s'abattit, prête à anéantir un autre groupe de loups. Cependant, cette fois, son attaque rencontra une résistance inattendue. À la grande surprise de Su-Ming, sa puissante taillade fut soudainement déviée dans une explosion de fumée et de feu. Une nouvelle silhouette, bien plus grande, émergea du chaos. C'était un monstre loup bipède massif aux yeux rouges luisants, identifié par le système comme le chef roi loup de niveau 10, le fixant avec une pure malveillance. Pendant que Su-Ming montait de niveau à une vitesse étonnante, les autres étudiants commençaient à peine à s'organiser. À 8h30, une heure après l'ouverture du donjon, des équipes commencèrent à se former et à entrer dans le portail, déterminées à riposter. Des cris de contre-attaque retentirent alors que les groupes nouvellement formés, renforcés par le gros des étudiants, commencèrent à repousser les hordes de monstres. L'une de ces équipes se retrouva dans une bataille désespérée. Un étudiant aux cheveux bleus bondit en avant, tranchant un énorme monstre ressemblant à une souris mutée pour sauver son coéquipier tombé. Lui et son compagnon regardèrent, choqués et soulagés, alors qu'il était inondé de points d'expérience grâce à ce meurtre.
Une notification système confirma qu'il avait vaincu une souris des champs mutés. L'équipe célébra sa victoire, remplie d'un nouvel espoir. Il sentait qu'avec l'arrivée du gros des troupes et l'aide des potions de soins, il pouvait définitivement gagner. Un étudiant pleura même de joie en montant en fin de niveau. Leur célébration fut interrompue par une nouvelle annonce surprenante à l'échelle du donjon. Une annonce du système a déclaré qu'un autre titre de premier sang avait été remporté, cette fois pour avoir tué un monstre chef. Les détails de l'annonce ont laissé tous les étudiants du donjon stupéfaits. Le joueur qui avait accompli cet exploit incroyable était un pêcheur de niveau 9. La récompense était le titre de chef des chefs. Des murmures d'incrédulité se sont répandus comme une traînée de poudre. Ils se demandaient comment un joueur avec une profession de style de vie non combattante comme pêcheur pouvait être si fort, et encore plus avoir déjà atteint le niveau 9. La scène revient 10 minutes en arrière pour révéler l'identité du mystérieux pêcheur. C'était Su-Ming qui avait utilisé sa compétence de dissimulation totale pour déguiser sa classe avant de combattre le roi loup chef. La bataille était intense. Le puissant coup de Su-Ming s'abattit sur le roi loup, mais la bête était incroyablement agile, évitant de justesse toute la force du coup. Malgré l'esquive, l'attaque a tout de même touché, laissant une entaille sanglante et réduisant la barre de vie du monstre. Sans se laisser décourager, Su-Ming a bondi dans les airs avec une vitesse incroyable. Il a provoqué la bête, déclarant que son adversaire n'était pas un étudiant ordinaire, mais un réincarné, alors qu'il abattait son épée dans un dernier coup décisif. Une notification du système a confirmé sa victoire. Il avait tué le roi loup à dos argenté, gagnant 500 points d'expérience, ce qui était suffisant pour le faire passer au niveau 10. Il a également augmenté la maîtrise de ses compétences et obtenu un butin précieux, un os de griffe tranchante en fer et un cœur de roi loup. Cette victoire a déclenché l'annonce à l'échelle du donjon du chef des chefs. Pendant ce temps, ailleurs dans la forêt, Yang Ding et ses deux amis étaient également engagés dans un combat brutal contre une meute de loups. Épuisés et ensanglantés, ils ont finalement vaincu le dernier des monstres. L'un des coéquipiers de Yang Ding soupira de soulagement, reconnaissant que le parchemin d'amélioration d'attaque, la récompense à l'échelle du donjon pour le titre de chef des chefs, soit arrivé juste à temps pour les sauver. Il a ensuite commenté le mystérieux pêcheur de niveau 9 qui avait remporté le titre. En entendant cela, Yang Ding a éclaté de frustration. Il ne pouvait pas comprendre comment un joueur avec une classe de compétences de vie non combattante pouvait monter de niveau si rapidement, sentant que c'était une moquerie personnelle envers les joueurs de combat comme lui. Il s'est ensuite plaint furieusement de sa machette bon marché, accusant Su-Ming de l'avoir escroqué de son argent. Il se lamentait que s'il n'avait pas été trompé, il aurait pu s'offrir une véritable arme de rang argent. L'un de ses amis ne pouvait qu'essayer de le consoler en disant que la chance de Su-Ming était tout simplement trop grande. La frustration de Yang Ding a débordé, et il s'en est pris à ses propres coéquipiers, les traitant furieusement d'inutiles et criant qu'il devait encaisser tous les dégâts. Il s'est plaint qu'après avoir tué tant de loups, l'expérience partagée ne l'avait fait monter qu'au niveau 2, lui donnant l'impression d'être un pigeon total. Sa colère s'est alors reportée sur Su-Ming, et il bouillait de rage, jurant que s'il trouvait Su-Ming dans le donjon, il le détruirait. Ses amis ont essayé de le calmer, mais Yang Ding a juste ricané avec mépris. Pendant ce temps, Su-Ming, maintenant niveau 10, s'est accroupi dans les buissons et a examiné un nouveau panneau système. C'était une notification le félicitant d'avoir atteint le niveau 10 et d'avoir déclenché sa tâche de changement de profession principale. Le contenu de la tâche serait sélectionné au hasard en fonction de sa situation actuelle. Su-Ming savait que c'était sa grande opportunité. Il se souvint de sa vie passée où il n'avait atteint le niveau 10 qu'après avoir quitté le donjon des novices. À cause de cela, sa quête de changement de classe générée aléatoirement correspondait à un donjon de bien plus haut niveau qu'il était incapable de terminer. Il avait été forcé de farmer jusqu'au niveau 15 avant de pouvoir la tenter, ce qui réduisait considérablement la valeur des récompenses. Avec un regard de détermination féroce, il pensa à quel point cette vie était complètement différente. En atteignant le niveau 10, alors qu'il était encore dans le donjon des novices, sa quête serait adaptée à son emplacement actuel. Comme il l'avait prédit, une nouvelle notification lui donna sa tâche, tuer le gardien de la grotte du Rocher Rouge, un monstre d'élite dans la forêt de la Marée déchaînée. Il sourit, réalisant que cela rendait les choses beaucoup plus faciles. Avec un sourire confiant, Su-Ming déclara que sa première tâche de changement de classe était pratiquement déjà terminée. Il décida d'ajouter tous ces nouveaux points d'attribut à sa statistique d'agilité. Dès qu'il le fait, un autre panneau système apparut avec une récompense surprenante. Il le félicitait d'avoir dépassé le seuil des scènes dans son attribut d'agilité et lui accordait une nouvelle compétence passive platine de bas grade de sa profession de dieu de l'épée, maître martial de l'épée. Cette puissante capacité lui permettait d'équiper n'importe quel type d'arme épée en ignorant complètement toutes les exigences de niveau et de statistiques. La scène se déplace dans une salle de réunion à la première académie de Xuanjing. Une assistante a montré au directeur Wang un classement holographique des meilleurs étudiants des villes environnantes. Le directeur fut choqué de découvrir que Su-Ming, l'étudiant 10 étoiles en qui il avait de grands espoirs, ne figurait pas sur la liste. Son assistante a suggéré que la classe de contrôleur d'épée de Su-Ming était probablement faible au début, mais elle a admis qu'il était étrange qu'il ne soit même pas dans le top 5 Sense.
Leur discussion a été interrompue lorsque la porte s'est ouverte brusquement et qu'une femme a fait irruption. Elle s'est présentée comme Anne Randling, la vice-maire de la ville de Xuanjing. Elle était furieuse, déclarant que le directeur lui avait parlé d'un étudiant 10 étoiles prometteur, mais que les données montraient qu'il n'était pas sur le classement. Le directeur Wang a essayé d'expliquer, mais la vice-maire l'a accusé de mentir sur la force de Suming pour obtenir plus de jetons de qualification pour le prestigieux conseil de la Tour Céleste. Elle a souligné que, d'après les données actuelles, seuls Yang Xi et Zhang Tang de son académie montraient un réel potentiel. À cause de cette piètre performance, elle réduisait les jetons de qualification de l'académie de 3 à seulement 2. Elle l'a averti que si l'académie se classait à nouveau dernière cette année, il ne recevrait aucun jeton l'année prochaine, puis elle est sortie en trombe. Resté stupéfait, le directeur Wang tenait les 2 jetons le cœur lourd. Il savait que le conseil de la Tour Céleste était une opportunité vitale pour ses étudiants et avait compté sur Suming pour leur assurer une place supplémentaire, pas pour en perdre une. Il ne pouvait qu'espérer que Suming ferait de son mieux et ne le décevrait pas. Pendant ce temps, de retour dans la forêt de la marée déchaînée, Suming arriva à l'entrée de la grotte du Rocher Rouge. Il vérifia sa carte, confirmant que c'était le bon endroit pour sa quête de changement de classe, et fut soulagé de n'avoir rencontré aucun autre monstre en chemin. Il jeta un coup d'œil dans la caverne sombre, reconnaissant que comme il n'était jamais venu à cet endroit dans sa vie précédente, il n'avait aucune idée des dangers qui l'attendaient à l'intérieur. Avec une expression sérieuse, Suming entra prudemment dans la grotte du Rocher Rouge. Il fut immédiatement pris en embuscade alors qu'une créature s'écrasait devant lui. C'était un petit monstre à la peau bleue avec des yeux rouges brillants, identifié comme un gobelin chercheur d'or de niveau 6. Le gobelin le dévisagea avec malice. Avant qu'il ne puisse émettre un son, Suming passa à l'action. Il brandit son épée avec une vitesse incroyable, déterminé à tuer la créature avant qu'elle ne puisse alerter toute la grotte de sa présence. Cependant, son meurtre rapide eut l'effet inverse. Une notification système l'informa qu'il avait déclenché la conscience de la grotte des gobelins et activé un mode gobelin spécial. Suming fut surpris par cela, il se tendit en réalisant avec une expression sombre que sa tâche de changement de classe n'allait pas être aussi simple qu'il l'avait imaginé. De l'obscurité, une horde massive de gobelins émergea, leurs yeux rouges brillant de manière menaçante alors qu'ils chargeaient vers lui. Le système confirma ses craintes, annonçant que tous les gobelins à l'intérieur de la grotte du Rocher Rouge lanceraient désormais une attaque continue contre lui. Un panneau distinct expliquait que le mode gobelin était un état de comportement comme la paresse, la négligence ou la cupidité. Forcé dans une bataille désespérée, Suming commença à se frayer un chemin à travers les seins. Il savait que même si les gobelins individuels n'étaient pas de haut niveau, leur nombre impressionnant constituait une menace sérieuse. Alors qu'il se retirait plus profondément dans la grotte, il commença à s'inquiéter de savoir si la durabilité de son arme pourrait supporter un combat aussi prolongé. Alors que Suming combattait la horde de gobelins, il remarqua soudain une menace beaucoup plus grande se profilant dans l'obscurité. Un énorme gobelin d'élite leva une arme massive et brillante. Le monstre géant bondit et abattit son arme dans un coup puissant, forçant Suming à esquiver. Cependant, l'attaque était un piège coordonné. Alors que Suming était en l'air, des archers gobelins prirent pour cible depuis les ombres. Une volée de flèches s'abattit sur lui, et plusieurs atteignirent leur cible, le blessant. En atterrissant, il reconnut que les gobelins étaient étonnamment intelligents, sachant l'attaquer à son moment le plus vulnérable. L'assaut était incessant. Au moment où il atterrit, 2 autres gobelins armés de poignards fondirent sur lui depuis le dessus. Il réussit à bloquer leurs coups, mais la pression constante commençait à peser. Il réalisa que son mana s'épuisait bien trop vite, et qu'il ne pouvait pas se permettre de continuer à utiliser sa puissante compétence de pas d'ombre divin beaucoup plus longtemps. Maintenant entouré de gobelins et de leur redoutable chef d'élite, Suming comprit la difficulté de la situation. Pour un joueur qui manquait de compétences puissantes en début de partie, les affronter de front serait incroyablement difficile. Un sourire confiant apparut alors qu'il décidait que si une approche directe ne fonctionnait pas, il devrait être plus flexible. Mettant son nouveau plan à exécution, il s'éloigna d'un bond en utilisant les parois de la caverne pour se propulser hors de portée de la horde, déclarant qu'il esquiverait d'abord par respect. Les gobelins furent laissés confus par sa retraite soudaine. Maintenant caché derrière une grande formation rocheuse, Suming observait les monstres qui le cherchaient avec un sourire malin, prêt à déclencher son piège. De sa cachette, Suming déclencha son piège, réapparaissant sur un rebord élevé au-dessus des gobelins. Il déclara qu'il avait un cadeau pour eux alors qu'il déchaînait une énorme taillade d'énergie de son épée. La puissante vague d'énergie a traversé la horde, déchiquetant les plus petits gobelins. Avec un sourire confiant, Suming savait que son plan avait fonctionné. En s'assurant la position surélevée, il pouvait utiliser l'avantage de la longue portée de sa taillade dégainée pour anéantir ses ennemis. Il a continué son assaut, lançant une autre taillade qui a éliminé les plus petits gobelins restants. Il a atterri gracieusement au milieu du carnage. Le champ de bataille, désormais silencieux. Le chef gobelin d'élite, seul survivant, regardait avec incrédulité sa troupe se faire anéantir en un instant. Suming s'est approché calmement du monstre blessé dont la barre de vie était au plus bas et l'a informé qu'il était le seul survivant. À son insu, son combat n'était pas passé inaperçu. À l'extérieur de l'entrée de la grotte,
l'un des amis de Yang Ding se cachait dans les hautes herbes. Il a rapporté à son chef qu'il avait entendu des bruits de combat à l'intérieur de la grotte. Yang Ding a jugé cela ridicule, se demandant qui serait assez fou pour défier une zone de niveau 7 et plus si tôt, mais son ami a insisté sur ce qu'il avait entendu. Soudain, l'expression de Yang Ding a changé lorsqu'il a lui aussi entendu des bruits de pas approchant de l'entrée de la grotte. Lui et son ami ont regardé une silhouette émerger de l'obscurité, se demandant qui pouvait bien farmer des monstres dans un endroit aussi dangereux. Lorsque la silhouette est sortie, le visage de Yang Ding s'est figé d'incrédulité. C'était Suming, l'air amoché mais victorieux. Suming, remarquant le groupe dans les buissons, s'est dit qu'il était vrai que les ennemis finissent toujours par se croiser. Ignorant leur passé, Suming réfléchissait simplement à sa première quête d'avancement de classe, qui, selon lui, s'était jouée à peu de choses. Il était maintenant niveau 11. Ses pensées furent interrompues lorsqu'il sentit un mouvement derrière lui. Yang Ding, rongé par sa rancune, avait lancé une attaque surprise. Avec une grâce sans effort, Suming a esquivé le coup maladroit sans même se retourner. Yang Ding était choqué que son embuscade ait échoué si facilement. Enragé, il a ordonné à ses deux amis d'encercler Suming et de l'empêcher de s'échapper. Avec ses amis pour le soutenir, Yang Ding a confronté Suming, lui disant qu'il lui avait causé une grande perte ce jour-là et que sa malchance l'avait conduit à cette rencontre dans le donjon. Suming les a regardés tous les trois avec une expression d'ennui et d'indifférence. Yang Ding l'a provoqué, lui demandant s'il avait peur maintenant. Suming a simplement incliné la tête et lui a demandé sincèrement qui il était. Yang Ding est resté sans voix, humilié que Suming ne se souvienne même pas de lui. Il est entré dans une rage folle, furieux que Suming ait pu oublier lui avoir gagné 5000 pièces d'ave. Hurlant de frustration, Yang Ding a ordonné à ses amis d'attaquer, et les trois se sont précipités en avant. Suming est resté calme, faisant remarquer qu'il n'y avait pas besoin d'utiliser la force juste parce qu'il ne se souvenait pas d'eux. Puis un sourire confiant s'est dessiné sur son visage alors qu'il levait son épée. Il a décidé que c'était l'occasion parfaite d'essayer sa nouvelle compétence. Avec un sourire narquois, Suming a invoqué son épée qui a commencé à briller d'une énergie rouge tourbillonnante. Il a ensuite déchaîné sa nouvelle compétence, le contrôle de l'épée. La lame a jailli, volant dans les airs d'elle-même tout en se balançant à une vitesse incroyable. Avant que Yang Ding et ses amis ne puissent réagir, l'épée contrôlée par télékinésie les a tranchés dans un tourbillon de lumière rouge. Les trois brutes ont été projetées en l'air, criant de douleur alors qu'elles s'effondraient au sol, vaincues en un instant. Suming a souri, satisfait de la démonstration de son nouveau pouvoir. Yang Ding, blessé au sol, regardait avec une incrédulité totale. Il a reconnu la technique comme étant le contrôle de l'épée et a bégayé sous le choc, se demandant comment c'était possible. Alors que la lame tourbillonnait de manière menaçante, il a crié que le contrôle de l'épée était une compétence avancée qu'un maître épéiste ne devrait pas pouvoir apprendre avant bien plus tard. Dans son esprit, Suming s'est souvenu de la véritable origine de cette capacité. Il avait obtenu un parchemin de compétences de contrôle de l'épée après avoir vaincu le gobelin d'élite. Il a ensuite utilisé son talent unique, l'ascension universelle, pour améliorer le parchemin de bas niveau en une compétence utilisable. Il était satisfait du résultat non seulement parce que la compétence était puissante, mais aussi parce qu'elle correspondait parfaitement à l'image publique d'un maître épéiste, ce qui l'aiderait à dissimuler sa véritable classe de niveau mythique. Cependant, ses pensées se sont ensuite tournées vers une récompense plus précieuse. Après sa première quête d'avancement de classe, il avait reçu un plan d'un lieu caché dans le coffre de récompense finale. Debout au-dessus de ses ennemis vaincus, il a ouvert le mystérieux plan sur un écran holographique doré. Lorsque le contenu a été révélé, l'expression confiante de Suming a disparu, remplacée par un choc absolu. Le contenu du plan caché a laissé Suming sans voix. Les coordonnées du trésor caché se trouvaient dans la grotte de la Roche Rouge, partie 2. Il a été instantanément agacé, se demandant pourquoi il devait retourner dans cette même grotte. Sa confusion s'est accrue en lisant l'étrange sous-titre sur la carte, Gobelin, commerce et vie qui n'avait aucun sens pour lui. Pendant ce temps, à 11h30 dans une autre partie de la forêt, une scène différente se déroulait. Une équipe de 3 filles célébrait sa victoire après un combat acharné contre un grand monstre. L'une des filles, maintenant niveau 7, a soupiré de soulagement. Elle a reconnu qu'elle devait leur succès à leur coéquipière 7 étoiles, une fille aux cheveux verts clairs nommée Fenfezi, qui les avait portés tout au long du combat. Le combat terminé, une coéquipière s'est précipitée avec enthousiasme pour partager le butin. Fanfasi s'est tournée vers sa coéquipière restante et lui a demandé si elle allait bien, mais la fille l'a assuré qu'elle allait bien. Un instant plus tard, cependant, l'expression de Fanfasi s'est transformée en choc. Elle a regardé autour d'elle, confuse, et a demandé où leur autre coéquipière, celle qui venait de partir chercher le butin, avait soudainement disparu. La panique a commencé à s'installer alors que Fenfasi balayait la clairière du regard. Le corps du monstre se dissolvait, mais son ami était introuvable. Elle ne pouvait pas comprendre ce qui s'était passé. Sa coéquipière était juste là il y a une seconde, et elles avaient déjà éliminé tous les monstres de la zone. Il n'y avait rien sur le sol, aucune trace de lutte. Puis les yeux de Fenfes se sont écarquillés d'horreur pure alors qu'une réalisation terrifiante semblait l'envahir.
Un cri perçant de terreur a résonné à travers la forêt. Le plan doré acquis par Xu Ming révélait une entrée de bestiaire troublante intitulée La vie des gobelins. Il détaillait comment les gobelins vivent en tribu dans des endroits sombres, dirigés par des chefs et des chamans. Le système expliquait ensuite que pour maintenir leur taux de reproduction élevé, les gobelins capturaient des créatures femelles par tous les moyens nécessaires, illustrés par des images horribles d'eux enlevant des étudiantes. Xu Ming a reculé de dégoût, choqué par la nature perverse des gobelins dans cette chronologie. Secouant la tête, il a suivi les coordonnées du plan. Une notification a bientôt confirmé qu'il était arrivé à destination. Cependant, il s'est retrouvé dans une forêt dense et silencieuse. Il a regardé autour de lui, confus. Le plan indiquait la grotte de la Roche Rouge, partie 2, mais il n'y avait aucune grotte en vue, ce qui lui fit se demander si les coordonnées étaient fausses. Il est resté silencieux, essayant de résoudre l'énigme. Une épaisse brume est alors arrivée, obscurcissant sa vision. Sentant que quelque chose n'allait pas, Xu Ming a activé sa compétence œil perspicace. Sa vision s'est aiguisée, perçant l'illusion. Il a repéré un monstre massif ressemblant à un rat qui était auparavant caché. La créature a été surprise, réalisant qu'elle avait été découverte. Voyant cela, Xu Ming a compris l'astuce, et un sourire confiant est apparu sur son visage. Il a réalisé que le nom grotte de la Roche Rouge, partie 2 était une fausse piste pour que les challengers cherchent une grotte physique. La véritable entrée n'était pas du tout une grotte, mais une illusion habilement dissimulée et gardée par le monstre. Ayant découvert l'illusion, Xu Ming a réalisé que la véritable entrée était une grotte souterraine et a sauté dans l'ouverture cachée. En descendant, il a vu un feu en dessous et a compris que les gobelins avaient habilement utilisé la fumée pour dissimuler l'entrée. Il a atterri en toute sécurité à l'intérieur de la grande caverne, son expression devenant sérieuse. Il a repéré un éclaireur gobelin solitaire et a décidé de ne pas l'attaquer. Il s'est souvenu que tuer ne serait ce qu'un seul gobelin déclencherait le mode gobelin et alerterait le nid. Il s'est rappelé qu'il n'était là que pour le trésor et qu'il devait être prudent. Cependant, en s'enfonçant plus profondément, il a trouvé le corps sans vie de Fanfasie. Xu Ming a réalisé qu'elle avait dû tomber dans une embuscade après être tombée dans le piège de la fumée. Il a grimacé de dégoût, pensant que ces créatures étaient aussi viles que leur bestiaire le suggérait. Il a ensuite entendu des cris désespérés plus loin à l'intérieur. Il a vu une autre étudiante aux cheveux violets courts, acculée par plusieurs gobelins. Elle était encore en vie, et une pensée pragmatique a traversé l'esprit de Xu Ming. Il a envisagé de l'utiliser comme distraction pour faciliter sa chasse au trésor. Il a décidé qu'il devrait la laisser mourir, se disant que c'était de sa faute si elle n'était pas assez forte. Au moment où il se résolvait à l'abandonner, la fille a lancé un dernier appel désespéré, suppliant quelqu'un de la sauver et offrant une énorme récompense. Elle a ensuite crié que sa sœur aînée était la vice-directrice du groupe Jangan. À ces mots, les yeux de Xu Ming se sont écarquillés de choc en réalisant qui elle était. À ce moment-là, les gobelins se sont jetés, prêts à frapper la jeune fille terrifiée. Juste au moment où les gobelins se sont jetés, Xu Ming est intervenu. Il a lancé son épée qui a fendu l'air en traînée rouge avant de se planter dans le sol, projetant les monstres en arrière. Il a ensuite sauté par-dessus les créatures stupéfaites pour se retrouver aux côtés de Zhang Yunqing. Avec un sourire confiant, Xu Ming a activé sa capacité de contrôle de l'épée. Il a rappelé son épée qui brillait d'une intense énergie rouge alors qu'il préparait son attaque dégainée. Il a déclenché l'attaque, une explosion de lumière massive et non létale qui a englouti la zone. Son plan était basé sur ce qu'il avait lu plus tôt. Les gobelins ont une faiblesse paralysante face à la lumière vive. Sachant cela, Xu Ming a attrapé Zhang Yunqing, stupéfaite, l'a remise sur pied et lui a dit de courir. Il savait que tant qu'il ne tuerait aucun gobelin, le flash les effraierait sans déclencher le mode gobelin et alerter le nid. Ils ont couru jusqu'à atteindre une distance de sécurité. Xu Ming a regardé en arrière et a confirmé que sa théorie était correcte. Les gobelins désorientés ne les avaient pas poursuivis. Zhang Yunqing, épuisé mais en sécurité, a rougi en le remerciant de l'avoir sauvé et s'est présenté. Xu Ming s'est alors souvenu de la photo que sa sœur lui avait montrée, confirmant qu'il s'agissait de la sœur cadette de Zhang Lan. Cependant, Xu Ming n'a montré aucun intérêt. Il a froidement rejeté ses remerciements, disant qu'il ne faisait que passer, et a commencé à s'éloigner. Zhang Yunqing l'a rapidement interpellé, essayant de lui offrir une récompense et mentionnant à nouveau sa puissante sœur. Xu Ming a froidement coupé court à l'offre de Zhang Yunqing, lui disant qu'elle devrait se soucier de sortir vivante du donjon avant de parler de récompense. Alors qu'elle le suppliait de ne pas la laisser, il a déclaré sans détour qu'il l'avait déjà sauvée une fois et que son manque de force ne ferait que le ralentir. Malgré ses paroles dures, alors qu'il consultait à nouveau sa carte au trésor, il fut surpris de voir qu'elle l'avait suivi. Il l'a ignoré et a pointé un point lumineux sur la carte, déclarant que le trésor était enterré juste là. Pendant que Zhang Yunqing montait la garde, demandant nerveusement si les gobelins les suivaient toujours, Xu Ming a commencé à creuser. Après quelques efforts, il a annoncé qu'il l'avait trouvé. Il a déterré un grand coffre de qualité argent. Il savait que c'était le coffre du plus haut grade dans le donjon des novices, mais il prévoyait d'utiliser son talent d'ascension universelle pour en améliorer la qualité. Alors qu'il activait sa compétence, le coffre a commencé à émettre une lumière dorée éclatante, laissant Zhang Yunqing stupéfaite.
Su-Ming a brandi le prix transformé, expliquant que c'était maintenant un coffre à butin de qualité hors de bas grade. Il savait que ces coffres étaient comme une loterie avec une grande chance de donner des objets, des compétences ou des équipements puissants. Avec un sourire confiant, il a ouvert le coffre, se demandant quel trésor l'attendait. Zhang Yanqing regardait avec admiration alors qu'une lumière vive jaillissait de l'intérieur. 2 objets se sont matérialisés, une pièce d'armure d'épaule dorée et ornée et un parchemin doré. Une notification a identifié ses gains, une pièce de l'ensemble du flux de l'ombre et un parchemin de compétences de guérisseur d'âme. Su-Ming a examiné ses récompenses du coffre doré. Son excitation initiale a rapidement fait place à la déception. Bien que l'ensemble d'armure soit une bonne trouvaille, il s'est plaint que le parchemin de compétences de guérisseur d'âme de grade platine était inutile car il ne correspondait pas du tout à sa profession. Voyant sa frustration, Zhang Yanqing a nerveusement suggéré que le parchemin était peut-être apparu parce qu'elle se trouvait à proximité. Alors que Su-Ming la regardait avec confusion, elle a rougi et a révélé que sa profession éveillée était guérisseuse d'âme 7 étoiles. Cette révélation a laissé Su-Ming complètement sans voix. Immédiatement après, une notification du système a annoncé que Zhang Yanqing avait rejoint son équipe et qu'il en était maintenant le chef. Pendant ce temps, dans une autre partie du donjon, une scène plus sombre se déroulait. Un étudiant a été brutalement assassiné par un autre joueur. Un panneau du système a révélé l'objectif du tueur, une tâche de changement de classe primaire qui lui demandait de tuer 50 autres joueurs, son décompte actuel étant de 33. Après avoir abattu sa victime, le tueur, un étudiant de l'Académie Wujin, a souri sadiquement et a appelé sa prochaine cible. Cette cible était Jiao. Le tueur a déclaré que les faibles n'avaient qu'un seul chemin, la mort, et a annoncé que c'était son tour. Enragée et éclaboussée de sang, Jiao a refusé d'être une victime. Elle a invoqué un guerrier squelette pour se défendre et riposter. Le chaos du donjon était généralisé. À 12h30, une explosion massive a jailli du sol, forçant une Jiao terrifiée à fuir pour sauver sa vie. Ayant réussi à s'échapper, on l'a vu escalader désespérément une paroi de falaise abrupte. Elle a trouvé une petite corniche et s'est cachée, regardant prudemment, essayant de survivre à l'épreuve brutale. Tandis que Jiao se cachait sur la corniche de la falaise, l'étudiant meurtrier de l'Académie Wujin rôdait dans la zone en contrebas. Sa tentative de discrétion a échoué lorsque son pied a glissé, délogeant quelques rochers. La tête du tueur s'est relevée brusquement, ses yeux perçants repérant instantanément sa cachette. Avec une vitesse incroyable, il a bondi sur la paroi de la falaise, atterrissant directement en face de Jiao, choqué. Il l'a immédiatement attaqué, brandissant sa grande lame et la narguant. Jiao a à peine réussi à esquiver le coup puissant, mais l'attaque l'a tout de même effleuré, la laissant blessée. Le tueur a atterri avec grâce sur l'étroite corniche, exprimant sa surprise qu'une nana comme elle ait réussi à résister à sa chasse aussi longtemps. Il a continué de se moquer d'elle, disant qu'elle lui avait fait perdre son temps, mais admettant qu'elle avait un certain talent, concédant que peut-être son académie Xuanjing n'était pas entièrement composée de déchets. Enragé et blessé, Jiao a exigé de savoir pourquoi lui, un étudiant de l'académie voisine de Wujing, était venu dans leur donjon juste pour massacrer des innocents. Avec un sourire sadique, l'étudiant a expliqué que ce n'était pour aucune raison particulière. Il lui a montré son interface système, révélant que sa quête de changement de classe de niveau 10 exigeait qu'il tue 50 autres joueurs. Jiao le regarda, horrifié et incrédule. Le tueur a précisé qu'il ne pouvait pas se lancer dans un tel carnage dans le donjon de sa propre ville, alors il avait pris son avion privé pour venir dans leur région. Il lui a dit cruellement que si elle voulait blâmer quelqu'un, elle devrait blâmer sa propre académie d'être la plus faible parmi les différentes villes. Comparant son école à un kakimur prêt à être pressé, il a de nouveau chargé sur elle. Désespéré, Jiao a invoqué un guerrier squelette pour intercepter l'attaque. Cependant, ses efforts furent vains. Le tueur s'est moqué de ses jouets squelettes primaires en coupant l'invocation en deux d'un seul coup puissant, poursuivant son assaut implacable sur Jiao, désormais sans défense. L'étudiant de l'Académie Wujin a déclaré qu'il ne laisserait plus Jiao s'échapper et a déclenché une puissante attaque rouge tourbillonnante appelée « estocade volante de lame de sang ». Juste au moment où l'épée mortelle allait la frapper, une flèche verte a surgi de nulle part, interceptant le coup. Le tueur a rugi de frustration, exigeant de savoir qui était intervenu. Des arbres, un groupe d'étudiants a émergé. Le chef, Yanz, a interpellé Jiao, lui disant qu'il assurerait sa couverture. Jiao a reconnu ses camarades de classe qui étaient venus à son aide alors que Yanz se tenait prêt avec son arc brillant. Pendant ce temps, à midi, dans une autre partie de la forêt, Su-Ming a atteint son objectif en soumettant au système les fragments de trésors qu'il avait collectés. Une notification du système a immédiatement confirmé que sa tâche de changement de classe primaire était terminée, et qu'il avait été promu dieu de l'épée de premier changement de classe. La promotion s'accompagnait d'un énorme gain de puissance, une augmentation de plus 10 à tous ses attributs, un effet amélioré pour son talent mythique de corps d'épée d'origine, et une augmentation par 2 de la puissance, de la vitesse et de la maîtrise de son maniement de l'épée. Désormais beaucoup plus fort, Su-Ming a ressenti une nouvelle vague de confiance concernant son plan pour défier le boss caché du donjon. Il s'est tourné vers Zhang Yanqing et lui a donné le parchemin de compétences de guérisseur d'âme.
Une notification a confirmé qu'elle l'avait utilisé avec succès, et une lumière vive l'a enveloppée alors qu'elle apprenait la nouvelle capacité. Les détails de la compétence sont apparus sur un panneau du système. Buff d'âme, une compétence de haut grade platine. Une fois activée, elle consommait du pouvoir d'âme pour augmenter de 200% les points d'expérience gagnés par tous les membres de l'équipe. Su-Ming et Zhang Yanqing étaient tous deux en état de choc absolu. Su-Ming ne revenait pas de sa chance incroyable, réalisant qu'il avait obtenu au hasard une compétence de leveling de rang divin. Voyant cette incroyable opportunité, un sourire malicieux s'est dessiné sur le visage de Su-Ming. Il a pointé Zhang Yanqing du doigt et a annoncé qu'il avait changé Davis. Il acceptait maintenant sa demande antérieure de l'aider à terminer le donjon des novices. Elle était ravie de sa décision. Tandis que Zhang Yanqing célébrait, elle pensait qu'un joueur assez courageux pour affronter la caverne des gobelins seul était un protecteur bien plus sûr que les mercenaires que sa sœur avait payés. Su-Ming soupira, pensant que même s'il n'aimait pas les jeunes riches qui utilisaient l'argent pour prendre des raccourcis, il ne pouvait pas laisser passer l'avantage qu'offrait son incroyable compétence. Juste au moment où Su-Ming analysait la situation avec Zhang Yanqing, il fut surpris par une notification du système. C'était un message de Jiao. Pendant ce temps, sur la falaise, l'étudiant de l'Académie Weijin, imperturbable face au renfort, s'est jeté sur l'un des coéquipiers de Yanz. D'un coup brutal, il a abattu l'étudiant, regardant froidement le corps tomber. En réponse, Yanz a tiré une puissante flèche verte, mais l'étudiant de l'Académie Weijin l'a dévié, à la grande incrédulité de Yanz. Profitant du choc, le tueur s'est à nouveau précipité en avant. Un autre coéquipier de Yanzi a chargé, pour être accueilli par le coup de lame de sang volante du tueur. L'attaque l'a frappé à la tête, le tuant sur le coup. Alors que le deuxième coéquipier tombait, Yanz et Jiao se sont retrouvés seuls au milieu des corps. Yanz regardait avec horreur, réalisant que leur ennemi était bien trop fort. Il était choqué que l'Académie Weijin puisse produire un éveillé aussi puissant, et ses recherches sur les étudiants maniant la lame de manière supérieure n'avaient rien donné. Alors que l'étudiant de l'Académie Weijin se tenait au-dessus de ses victimes, une réalisation terrifiante s'est imposée à Yanz. Il a reconnu leur agresseur comme étant Li Shangang, le génie étudiant 10 étoiles de la ville de Wuyan avec la profession cachée de maniaque de la lame. Li Shangang se plaignait d'avoir perdu du temps, et son compteur de victimes n'était qu'à 35 sur 50. La situation était sinistre. Yanz, un combattant à distance, était gravement désavantagé, tandis que Jiao n'avait plus de mana. Désespéré, Yanz a demandé à Jiao s'il pouvait attendre des renforts. Jiao a jeté un coup d'œil à l'icône indiquant qu'elle avait envoyé un message à Su-Ming, mais avec une sombre résolution, elle a dit à Yanzei qu'aucun renfort ne viendrait. En entendant cela, Li Shenguang a ricané, se moquant de leur impuissance. Il a alors déclaré qu'il tuerait d'abord l'archer agaçant et a chargé Yanzei. Dans un acte désespéré de sacrifice, Jiao a intercepté l'attaque, criant à Yanzei de s'enfuir. Sa bravoure a été confrontée à une force écrasante. Li Shangang l'a désarmé sans effort. Il l'a dominé avec mépris et lui a dit cruellement qu'une mauviette comme elle n'avait pas le droit de sauver les autres alors qu'il se préparait à porter le coup de grâce. Alors que Li Shangang abattait sa lame, une lumière bleue brillante a jailli, déviant le coup fatal juste à temps pour sauver Jiao. Stupéfaite, elle a levé les yeux alors qu'une voix l'appelait par son nom. À son grand choc, c'était Su-Ming. Il se tenait sur la falaise au-dessus, une silhouette solitaire se découpant sur celle de Yanz vaincu et du meurtrier Li Shenguang. Su-Ming avait reçu le message de Jiao, et ses paroles altruistes ont résonné en lui. Le message n'était pas un appel à l'aide, mais un avertissement désespéré pour qu'il reste à l'écart. Cela a déclenché un flot de souvenirs de sa vie passée. Jiao se battant pour lui, mourant pour lui, ne craignant jamais aucun danger pour le sauver. Il a pensé que même dans cette nouvelle vie, après avoir rencontré un ennemi aussi mortel, son premier instinct n'était pas de se sauver elle-même, mais de prioriser sa sécurité. Ému par sa loyauté inébranlable, il a sauté en bas de la falaise. Jiao lui a crié dessus, lui demandant pourquoi il était venu alors qu'elle l'avait prévenu. Elle ne pouvait que le regarder avec surprise et inquiétude alors qu'il atterrissait gracieusement devant elle. Su-Ming l'a doucement réprimandé, lui disant de ne pas toujours s'inquiéter des autres en premier. Puis, avec un sourire chaleureux et déterminé, il a fait un vœu solennel. Dans cette vie, c'est lui qui la protégerait. Li Shangang a remarqué que la brillante lumière bleue était en fait une épée volant dans les airs. Il était choqué, reconnaissant la technique avancée de contrôle de l'épée. La lame a volé directement dans la main de Su-Ming alors qu'il l'attrapait en plein vol, se tenant avec défi sur la falaise. Avec son épée maintenant en main, Su-Ming l'a brandie avec une force incroyable. Li Shangang l'a reconnu comme le célèbre maître de l'épée 10 étoiles de l'autre académie. Le visage assombri par la fureur, Su-Ming s'est adressé au rouquin, et avec un coup dévastateur qui a fait vaciller son adversaire, il a demandé avec colère si c'était lui qui avait blessé Jiao. Observant à distance de sécurité, Yanz était rempli d'admiration et d'un espoir renouvelé. Il a applaudi, réalisant qu'avec le puissant Su-Ming engageant leur ennemi, il pouvait fournir un soutien à distance, leur donnant une réelle chance de gagner. Alors que la bataille faisait rage, Yanz a été soudainement enveloppé d'une aura de guérison verte, le laissant surpris. Lui et Jiao ont regardé autour d'eux,
se demandant qui les soignait. La source était Jang Yoon-king, qui s'est présentée comme la coéquipière de Su-Ming et une guérisseuse d'âme. Tous deux étaient ravis d'avoir le soutien d'une guérisseuse. Cependant, Jang Yoon-king a admis qu'elle n'était pas encore familière avec ses nouvelles compétences de guérison et qu'elle aurait besoin de temps. Cela a laissé Ji-Yao perplexe et agacé, car elle se souvenait que Su-Ming lui avait dit qu'il ne ferait pas équipe, et pourtant il avait clairement trouvé une coéquipière maintenant. Yang a pressé Jang Yoon-king de se dépêcher, exprimant son inquiétude pour Su-Ming. À sa surprise, Jang Yoon-king lui a dit calmement de ne pas s'inquiéter. Avec une foi totale, elle a simplement déclaré que Su-Ming était très fort. De retour à leur duel épique, Su-Ming était engagé dans un affrontement féroce avec Li Shangang. Li Shangang était sur la défensive, choqué qu'un simple maître de l'épée puisse posséder une puissance et une habileté aussi écrasantes. Il avait du mal à suivre, complètement déconcerté par les mouvements avancés et imprévisibles de Su-Ming. Le duel entre Su-Ming et Li Shangang a commencé avec acharnement. Leur premier affrontement fut si puissant qu'il força les deux combattants à reculer d'un bond. Impressionné, Li Shangang a admis que la force de Su-Ming en tant qu'éveillé 10 étoiles dépassait ses attentes. Il l'a alors défié, voulant voir qui était le plus fort, lui, le maniaque de la lame 10 étoiles de la ville de Huiyan, ou Su-Ming, un maître de l'épée de l'académie mal classée de Xuanjing. En entendant le nom, Su-Ming a réalisé qu'il avait déjà entendu parler de Li Shangang. Il s'est souvenu que cet homme était une figure importante dans sa vie passée, bien qu'il ne l'ait jamais rencontré. Surpris de lui faire face si tôt, Su-Ming n'a pas été intimidé et a relevé le défi avec un sourire confiant. Il a chargé en avant, impatient de tester son épée contre la lame de Li Shangang. Leurs armes se sont heurtées avec une force incroyable. En réponse, Li Shangang a déchaîné sa compétence de coup de lame de sang volante, envoyant des projectiles d'énergie rouge vers Su-Ming. Su-Ming a été surpris par la tactique, mais les a habilement déviés avec son épée. Cependant, c'était une ruse. Li Shangang a crié que Su-Ming était tombé dans son piège. L'énergie rouge des lames déviées a tourbillonné autour de Su-Ming, l'immobilisant. Li Shangang a expliqué que l'énergie de la lame pouvait bloquer un ennemi sur place. Avec Su-Ming piégé, Li Shangang s'est avancé pour le coup de grâce, criant à son adversaire de mourir. Mais Su-Ming n'était pas impuissant. Il a utilisé sa capacité de contrôle de l'épée pour lancer son épée de sa main, rencontrant l'attaque de Li Shangang dans un choc d'énergie massif qui a brisé le sort d'immobilisation. Maintenant libre, Su-Ming a facilement esquivé une autre frappe du surprenant Li Shangang. Avec un sourire confiant, Su-Ming a dit que c'était son tour et a rappelé son épée par télékinésie. Voyant son adversaire temporairement désarmé, Li Shangang a ricané, défiant Su-Ming de bloquer sa prochaine attaque sans arme alors qu'il se précipitait en avant. Mais l'excès de confiance de Li Shangang était une erreur. Alors que l'épée de Su-Ming revenait, elle lui a lacéré la poitrine, faisant couler le sang et le laissant blessé et furieux d'avoir été déjoué. Imperturbable, Li Shangang a saisi son arme et s'est lancé une fois de plus, mais Su-Ming était à un autre niveau. Il a activé sa compétence de pas de l'ombre divine suivie d'une technique appelée 5 lames de l'ombre chaotique. Avec sa vitesse grandement augmentée, il s'est faufilé sans effort à travers les coups frénétiques de Li Shangang, évitant gracieusement chaque attaque. Li Shangang était confus, incapable de comprendre comment la vitesse de son adversaire avait soudainement autant augmenté. Avant qu'il ne puisse réagir, Su-Ming est apparu derrière lui, présentant des excuses calmes alors que sa lame contrôlée par télékinésie volait dans les airs. Avec un sourire confiant, Su-Ming a déclaré que son épée était revenue. Ayant terminé de se soigner, Yang, Ji-Yao et Jang Yoon-king se sont précipités pour fournir des renforts. Yang a crié à Su-Ming de tenir bon car ils arrivaient. Ils sont arrivés sur les lieux pour être arrêtés par un spectacle choquant. La bataille semblait terminée, Li Shangang agenouillé en signe de défaite devant un Su-Ming victorieux. Le groupe était stupéfait, louant Su-Ming pour avoir vaincu un adversaire aussi fort tout seul. Alors que les amis de Su-Ming célébraient, le danger n'était pas passé. Derrière lui, Li Shangang s'est relevé, son corps vibrant d'une énergie rouge sombre. Jang Yoon-king a remarqué la menace et a crié à Su-Ming de faire attention. Su-Ming s'est retourné juste au moment où Li Shangang, croyant avoir une ouverture, a chargé pour une dernière attaque désespérée. Avec un rugissement furieux, il a balancé son arme dans une dernière taillade brutale. Alors que l'attaque finale de Li Shangang s'abattait, les amis de Su-Ming regardaient avec horreur. Yang et Jang Yoon-king étaient abasourdis et silencieux tandis qu'une Ji-Yao terrifiée criait le nom de Su-Ming. L'attaque a porté, blessant Su-Ming alors qu'une tempête de lames d'énergie rouge éclatait autour de lui. Li Shangang avait déchaîné sa compétence la plus puissante, la lame rapide de la forêt tropicale. La technique a créé un vortex chaotique d'innombrables taillades d'énergie rouge qui ont complètement entouré Su-Ming. Blessé mais riant, Li Shangang a accueilli triomphalement son adversaire dans sa formation de lame. Voyant Su-Ming piégé et blessé, Ji-Yao a paniqué et a essayé de se précipiter à son aide, mais Yanzi a rapidement attrapé son bras, la retenant. Il l'a exhorté à se calmer, l'avertissant que se précipiter dans la formation de lame mortelle serait un sacrifice inutile. Ji-Yao se débattit contre son emprise, hurlant qu'elle devait sauver Su-Ming même si cela signifiait sa propre mort. Soudain, une voix calme perça le chaos,
disant à Jiao d'écouter. Elle s'arrêta, choquée et confuse. C'était la voix de Suming, parlant depuis l'intérieur du vortex déchaîné. Il avertit calmement ses amis de ne pas s'approcher, son sang-froid imperturbable même piégé dans l'attaque ultime de son ennemi. À l'intérieur de la formation de l'âme, Li Shangang saisit furieusement la silhouette ensanglantée de Suming, rugissant d'incrédulité. Il exigea de savoir comment Suming avait pu encaisser autant de coups directs sans être encore mort. À sa grande surprise, une voix calme lui demanda s'il était vraiment sûr d'avoir porté le moindre coup. Li Shenguang fut stupéfait, réalisant que la voix ne venait pas du corps qu'il tenait. La silhouette dans son étreinte se dissolut en une énergie bleue, et il comprit la vérité. Il s'était battu contre un substitut depuis le début. Le vrai Suming apparut alors derrière lui, indemne et vêtu d'une nouvelle armure sombre. Il déclara calmement que Li Shangang avait enfin remarqué la supercherie. Il expliqua qu'il possédait une compétence qu'un maître d'épée ordinaire n'aurait pas, révélant qu'elle provenait de son set complet d'épée d'ombre de grade platine. Ce set lui conférait la vague de ténèbres, qui ajoutait des dégâts sombres perforant la défense, et le clone des ombres, qui créait un leurre parfait. Li Shangang était sombre, sachant que les ensembles d'équipements ne se trouvaient pas dans le donjon des novices. Il réalisa qu'il n'y avait qu'une seule façon pour Suming d'avoir acquis un tel objet. Suming confirma ses soupçons, révélant qu'il avait terminé sa première quête de changement de classe il y a bien longtemps. La révélation que Suming avait accompli cela plus vite que lui laissa Li Shangang serrant les dents de frustration. Les rôles étant inversés, Suming brandit son épée, déclarant que Li Shangang était maintenant à sa merci. Alors que le coup final était porté, un petit objet bleu brillant tomba de la main de l'étudiant vaincu. Suming remarqua immédiatement l'objet scintillant alors qu'il tombait. Lorsque Li Shangang fut vaincu, l'objet brillant qu'il laissa tomber s'activa dans un éclair éblouissant. Observant à distance, Yanz le reconnut avec stupeur, s'exclamant que c'était un accessoire de sauvetage. Il expliqua à une Zhang Yunqing confuse que l'objet rare permet à un joueur une sortie d'urgence d'un donjon. Il ajouta que de tels objets sont extrêmement précieux, coûtant des dizaines de milliers de pièces d'ave et ne peuvent être trouvés dans les donjons. Pendant qu'il parlait, le corps de Li Shangang se dissolut dans un pilier de lumière bleue et disparut. Suming le regarda s'échapper avec dédain, notant que la ville voisine avait dû payer un lourd tribut pour fournir à son génie 10 étoiles un outil de fuite aussi puissant. Plus tard, à 14 heures, de retour dans la salle de surveillance de l'académie, une des assistantes du directeur Wang regardait un écran de données avec une expression inquiète. Le directeur, qui mangeait des nouilles instantanées, remarqua son inquiétude et lui demanda si elle avait le classement des joueurs en temps réel. L'assistante expliqua que c'était autre chose. Elle montra une section de la carte du donjon, signalant que les données indiquaient plusieurs morts de joueurs dans cette zone entre minuit et 2 heures du matin. Elle précisa que le plus alarmant n'était pas les morts, mais leur cause. Les données indiquaient qu'il avait été tué par un joueur d'une région extérieure à leur ville. Le directeur Wang fut choqué et en colère. Il conclut sombrement qu'une ville voisine jouait à nouveau des tours pendables et ordonna à son personnel de sauvegarder tous les enregistrements de données. Il déplora que, parce que l'Académie de Xuanjing était classée dernière, ils étaient une fois de plus devenus une cible facile. Changeant de sujet, il demanda un point sur la progression des étudiants. Un assistant rapporta que les choses se passaient bien, la plupart des zones de téléportation étant sécurisées. Des séquences limitées montraient que certains étudiants puissants avaient formé de grands groupes et tentaient déjà d'éliminer le boss final du donjon. Celui qui menait la charge était Zhang Tang, le guerrier au marteau magique 8 étoiles et fils de la prestigieuse famille Zhang. Le directeur exprima son espoir en ce jeune homme, notant que, puisque le boss final était de niveau 12, le groupe de Zhang Tang devait approcher du niveau 10. Au moment où il terminait sa pensée, un autre assistant annonça que les données du classement en temps réel étaient disponibles. L'assistant rapporta que, comme le directeur l'avait deviné, Zhang Tang était presque niveau 10 et à égalité pour la première place avec Yanz. Suivait de près Zhang Yunqing et Jiao au niveau 8 et 7. Surpris, le directeur demanda pourquoi il n'avait pas vu son étudiant le plus prometteur, Suming, sur la liste et exigea de connaître son niveau actuel. Après un moment d'hésitation choquée, la réponse tomba. Niveau 2. L'assistant précisa que Suming avait atteint le niveau 2 lorsqu'il avait obtenu le titre de premier sang ce matin-là, et que son niveau n'avait pas augmenté depuis. Cependant, la réalité dans le donjon à 14h30 était complètement différente. L'épée de Suming s'enfonça dans un monstre vaincu, et une notification du système confirma qu'il avait tué une bête à dents d'épine d'élite. Une autre notification suivit, le félicitant d'avoir atteint le niveau 14 et d'avoir débloqué l'apparence de son armure cachée. Ses coéquipiers s'émerveillèrent de leur progrès. Jiao, maintenant niveau 8, remarqua à quelle vitesse ils avaient progressé, tandis que Yanz, au niveau 10, se sentait prêt pour le boss final. Le groupe reconnut que leur croissance rapide était due à la compétence d'augmentation d'expérience de Zhang Yunqing, et Zhang Yunqing, maintenant niveau 9, remercia Suming de lui avoir donné cette puissante capacité. Jiao résuma joyeusement les forces de leur équipe. La guérison de Zhang Yunqing, les attaques à distance de Yanz, ses propres créatures invoquées, et le leadership de Suming. Suming détourna modestement les louanges, prétendant qu'il ne faisait que profiter de leur succès. Jiao protesta immédiatement,
lui rappelant que s'il ne les avait pas sauvés, elle et Yang auraient été tués par Li Shangang. Rougissant, elle déclara avec confiance qu'avec leur travail d'équipe, ils pourraient facilement vaincre le boss du donjon. Su-Ming fut d'accord avec son évaluation, mais se détourna ensuite, révélant que sa cible n'était pas le boss ordinaire du donjon. Avec un sourire confiant, il brandit une clé cristalline brillante, déclarant son intention de défier le boss caché bien plus puissant. Une notification du système confirma que la clé était la clé de l'ondulation de Léo, un objet qu'il venait d'obtenir. Pour invoquer ce boss caché, il fallait résoudre 3 énigmes complexes et collecter 3 objets correspondants. La première énigme parlait d'une lune d'argent suspendue au-dessus d'un rivage. Su-Ming en déduisit rapidement le sens, menant son équipe vers une partie de la forêt où des plantes massives avaient poussé en forme de croissant de lune géant. Il expliqua que, comme le donjon n'avait pas de vrai ciel, cela devait être la lune d'argent. Il montra ensuite le grand lac derrière les arbres, l'identifiant comme l'emplacement du boss caché. Les deuxième et troisième énigmes nécessitaient des objets spécifiques. Su-Ming révéla qu'il avait déjà récupéré la fleur d'Iri, un objet déclencheur clé, lors de sa première entrée dans le donjon. En combinant cela avec la clé de l'ondulation de Léo, il résolut avec succès les énigmes restantes. Alors qu'il tenait l'objet désormais activé, une sphère tourbillonnante d'énergie bleue se forma dans ses mains. Ses coéquipiers regardaient avec admiration, déconcertés par la rapidité avec laquelle il avait résolu les énigmes difficiles. Su-Ming lança la sphère d'énergie dans le lac qui commença immédiatement à s'agiter, formant un énorme tourbillon. Des profondeurs tourbillonnantes, une épée colossale et brillante émergea, suivie d'une structure sombre massive avec 2 yeux rouges menaçants brillant de l'intérieur.